Bon, me présenter, ça va être rapide. Donc, j'ai bientôt 53 ans, je suis marié, père de 5 enfants, je suis catholique français et j'ai obtenu la citoyenneté russe en 2013 du point de vue de mon cursus. Vous m'entendez là? Ah oui, je recommence. Donc, j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 5 enfants, je suis français. J'ai obtenu la citoyenneté russe parce que ma femme est russe en 2013. Je suis catholique, pratiquant. Et puis, j'ai commencé à publier sur la Russie à la fin des années 2010. Donc, mon premier livre s'appelait La Nouvelle Grande Russie, aux éditions Ellipse. J'ai eu donc un double cursus. J'ai fait Saint-Cyr, j'ai été officier parachutiste. Et j'ai fait également un cursus à la Sorbonne, sous la direction de Georges-Henri Soutou, d'un doctorat que je n'ai pas terminé, que je terminerai quand je serai à la retraite. Mais c'est j'étudiais les relations soviéto-yougoslaves pendant la guerre froide. Voilà. Et j'ai fait également une maîtrise sur l'emploi de l'arme nucléaire tactique. Donc, ce qui est d'actualité en ce moment, enfin, j'espère que non. Mais voilà un peu les sujets que j'ai traités. Donc, la première question qui m'est posée, eh bien, c'est où en est la situation militaire sur le front. Alors pour ça, on va revenir un petit peu sur ce que voulaient faire les Russes il y a 2 ans et demi et sur ce qu'ils veulent faire maintenant. Il y a 2 ans et demi, les Russes voulaient lancer une opération qui serait rapide et qui forcerait l'Ukraine donc à se dénazifier, c'est-à-dire en gros arrêter de persécuter les populations russes et russophones d'Ukraine, qui sont nombreuses, et également cesser de célébrer les héros de l'Ukraine actuelle, c'est-à-dire les terroristes que sont Stepan Bandera, Roman Shushkevich et Melnik. Donc bon, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais ce sont les personnages référents aujourd'hui dans l'Ukraine de Zelensky, personnages qui d'ailleurs sont très, comme on dit, controversés, mais pas seulement en Russie, également en Pologne, puisque si vous avez pu le voir, eh bien, le ministre des Affaires étrangères polonais a exigé de Zelensky il y a 2 jours que les Polonais massacrés par ces bandéristes pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant les massacres de Volhynie, soient inhumés et enterrés de manière décente. Et Zelensky, pour l'instant, lui a dit non. Parce qu'évidemment, ce serait remettre en cause l'image romantique des 3 personnages que j'ai cités. Donc ça, c'était la première motivation des Russes. La deuxième motivation, c'était le fait que l'Ukraine soit neutralisée au sens propre du terme, c'est-à-dire que l'Ukraine à tout jamais ne rentre dans aucune structure militaire, une alliance militaire. Évidemment, il s'agissait de l'OTAN. Et enfin, et ça c'était sans doute la partie la plus compliquée, la Russie exigeait de l'Ukraine qu'elle reconnaisse la souveraineté russe sur la Crimée, qui était une souveraineté de facto. De toute manière, tout le monde a bien compris que jamais la Crimée ne pourrait de revenir à l'Ukraine. C'est impossible et militairement et humainement, puisque la population là-bas est largement, mais à 97%, on pourra en reparler si vous avez des doutes là-dessus, russe, même non seulement pro-russe, mais russe. Et même les Tatars, qui étaient censés être le pôle de résistance, en fait, eux aussi sont très contents d'avoir rejoint la Crimée. Donc il y avait ce sujet-là, et il y avait surtout, ça c'est ce qui se passe le 21 février 2022, c'est-à-dire que les 2 oblasts, c'est-à-dire les 2 régions de Lugansk et de Donetsk, qui sont dans le Donbass, eh bien, deviennent indépendantes. Hein, c'est ce qui se passe le 21 février. Vladimir Poutine reçoit les gouverneurs. Donc, à l'époque, c'était les chefs des républiques populaires. Maintenant, ce sont les gouverneurs. Et en leur disant que la Russie reconnaît leur indépendance, comme elle avait reconnu en 2008 l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie après l'échec de la guerre des 5 jours, donc géorgienne contre l'Ossétie du Sud. Donc c'est ce qui se passe et donc 3 jours après, donc la réaction immédiate évidemment de Washington, enfin je dis évidemment, en fait, si la réaction avait été autre, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de début d'opération militaire spéciale, mais immédiatement, Washington lance une série de sanctions et tous les États esclaves d'Europe, à commencer par la France, en font autant, et ce qui fait que, on passe de cette reconnaissance de l'indépendance à l'opération militaire spéciale. Donc l'opération militaire spéciale, c'est pour ça que c'est important de commencer par ça, son objectif numéro 1, c'est le Donbass. Tout tourne autour du Donbass. Contrairement à ce qu'on vous a expliqué, les Russes ne prétendaient pas s'emparer de Kiev,
C'est une agglomération d'à peu près de 4 millions d'habitants avec 30 000 hommes. C'est pas possible de toute manière. Donc le but, c'était de s'emparer du Donbass. Et l'armée russe avance très fort dans le Donbass au début. Et puisque vous vous souvenez, il y a eu la bataille de Mariupol. Donc Mariupol, c'est le deuxième port ex-deuxième port ukrainien, c'était 20% du PIB, c'est par là que sort tout ce qui est la haute valeur ajoutée, le travail des métaux, le charbon, etc., etc. Et donc la Russie s'en empare relativement rapidement, en 2 mois. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'Est. Ce qui se passe au Sud, donc au début, c'est que je pense que la Russie elle-même est surprise par la vitesse à laquelle elle avance, et ce qui fait qu'en 9 jours, elle traverse le Dniepr, donc les troupes qui sont parties de Crimée traversent le Dniepr, et prennent la ville de Kherson, donc, et s'emparent de la quasi-totalité de la région de Kherson. Et il se passe également une progression très rapide dans la région de Zaporozhye, donc qui est plus à l'est. Alors ils ne s'emparent pas de la capitale qui est le plus au nord, mais ils s'emparent de Melitopol, et ils y sont toujours. Et donc l'avancée au sud est également fulgurante, et ils s'emparent également de la centrale nucléaire de Zaporozhye à ce moment-là, et donc ils arrivent jusqu'au Dniepr. Donc l'avancée, et je pense que les Russes n'avaient pas prévu d'avancer aussi vite. Ce qui se passe également, c'est que les Russes donc font avancer pour mobiliser évidemment les troupes ukrainiennes ailleurs que sur le front principal, qui est, répétons-le, le Donbass. Et donc ils lancent une opération vers Kiev, et qui avance relativement rapidement, mais avec tout de même des pertes assez sérieuses de part et d'autre. Et finalement, il y a aussi une autre explication qui est donnée, qui à mon avis est tout à fait possible, c'est que les Russes se sont dit il y aura peut-être une révolution de palais, et le régime de Zelensky sera renversé par quelqu'un d'autre, par une espèce de 5e colonne pro-russe. Bon, moi, c'est pas impossible que les Russes l'aient envisagé, mais quand on voit la nature du régime de Vladimir Zelensky à cette époque-là, c'est une dictature. Le principal opposant, Medvedchuk, est en prison, donc il était mis en prison en avril, en mars-avril, les 3 chaînes de télévision d'opposition ont été fermées. Donc j'ai des doutes sur le fait que les Russes aient cru qu'il puisse exister une 5e colonne en Ukraine. S'il y a une 5e colonne, elle est encore plus radicale que Zelensky, mais elle est évidemment pas pro-russe. Donc, et la Russie avance également légèrement dans la région de Kharkov, et là aussi, à mon avis, elle est surprise par son avancée, et elle s'empare d'une bonne partie de la région de Kharkov. Voilà. Donc ensuite, il y a 2 contre-attaques à la fin de l'année 2022, et puis les Russes donc se rendent compte qu'il n'y aura pas de négociation possible. Pourtant, en avril, et maintenant tous les témoignages le confirment, il y avait un accord qui était prêt d'être signé. Ça a été confirmé par Arakamia, donc qui est le chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada, au Parlement ukrainien. Ça a été confirmé également récemment par Victoria Nuland, qui a donné, donc la secrétaire d'État à l'époque aux Affaires étrangères, enfin adjoint, donc qui a confirmé qu'effectivement ils étaient sur le point de signer. Et mais le 9 avril, Johnson débarque. En même temps, il y a le montage du faux massacre de Boutcha, et ce qui fait que, eh bien, cet accord qui était sur le point d'être signé, que Vladimir Poutine a montré à Saint-Pétersbourg devant la délégation africaine au moment du Forum économique de Saint-Pétersbourg il y a 1 an, eh bien cet accord n'est finalement pas signé. Et donc là, on passe à une toute autre guerre. Et donc de avril à début juillet, donc l'armée russe continue à avancer. Elle libère quasiment la totalité de la région de Lugansk, donc la plus au nord. Et à partir de là, j'estime que c'est le moment où on a un virage. La Russie sait qu'elle va devoir mobiliser. D'ailleurs, c'est déjà chez certains correspondants de guerre russes qui le disent, il faut qu'on mobilise, etc. Elle sait que la guerre va durer longtemps, et elle est en large infériorité numérique. Il faut bien comprendre que je vous donne les chiffres de l'OTAN. Kiev annonce, juste avant le début de l'opération militaire spéciale, une armée de 420 000 hommes prête à attendre les Russes, sources kieviennes. Et l'OTAN estime le contingent russe initial autour de 160 000 hommes. Donc la Russie, ça c'est unique dans l'histoire, je pense, de la guerre, attaque l'Ukraine à 1 contre 3. Mais parce que supériorité de puissance de feu, supériorité aérienne, meilleur niveau de professionnalisme dans son armée, elle obtient les résultats donc, que je vous expliquais, ce qui fait qu'aujourd'hui elle tient plus de 20% du territoire ukrainien, et que la mer d'Azov est devenue une piscine russe.
Donc la Russie, comprend que ça va durer longtemps. Les premiers matériels de l'OTAN ou des pays de l'OTAN arrivent. Donc là, tout au début, c'est du matériel soviétique, ce qui est, à mon avis d'ailleurs, ce que j'ai souvent dit, c'est la meilleure aide en gros qu'ils aient reçu, parce que les Ukrainiens connaissent ces matériels, peuvent les entretenir, c'est des munitions qu'ils connaissent. Et c'est le cas aussi des avions qui sont bien plus adaptés pour cette espèce de guérilla aérienne qui est menée par les Ukrainiens que par exemple des F-16 qui doivent avoir une piste parfaitement lisse au moment du décollage et de l'atterrissage. Sinon, il y a des cailloux qui rentrent dans le moteur, parce que le moteur, si vous le voyez, il est au ras de la piste. Donc il y a ça, il y a quelques armes qui vont jouer un rôle important comme les HIMARS, donc c'est des missiles très précis qui portent jusqu'à 80 km, qui vont forcer la Russie à se retirer de l'autre côté du Dniepr parce que le pont qui relie les deux rives est sans arrêt bombardé, et donc ça met en cause la capacité de l'armée russe à s'approvisionner. Donc en fait, ils voient arriver petit à petit, mais de plus en plus massivement, cette aide. Et donc la Russie passe à une stratégie de destruction du potentiel militaire otano-kievien. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est ce à quoi nous assistons. Donc il ne faut pas s'imaginer que l'armée russe va tout d'un coup percer jusqu'à Kiev. Elle ne le fera plus parce que ça coûte cher en hommes, et que, quoi qu'on raconte dans les médias de grand chemin, Vladimir Poutine laisse faire ses généraux. Si les généraux disent il faut qu'on passe de l'autre côté du Dniepr, même si c'est un coup pour le moral, Poutine a dit oui. Il faut qu'on se retire dans la région de Kharkov, on se retire. Donc le fait d'avoir le moins de pertes possible est une priorité. Si vous faites des grandes opérations à la Joukov, vous êtes à découvert, vous pouvez vous faire encercler, couper les lignes d'approvisionnement, et vous avez beaucoup de pertes. Donc ce que font les Russes, c'est donc la destruction systématique du potentiel militaire otano-kievien, et également ce que j'ai appelé la stratégie Brusilov. Brusilov, c'est un général russe de la Première Guerre mondiale qui, en 1916, donc au moment où on était coincé à Verdun, à la demande des Français, lance une grande offensive, enfin l'empereur Nicolas II lance une grande offensive sur toute la ligne de front, et Brusilov s'occupe de la ligne de front face à l'armée autrichienne. Et il innove, c'est-à-dire qu'en gros, il remplace les vagues d'assaut, comme nous, entre 1914 et 1915 essentiellement, par une coordination des tirs d'artillerie précis, et surtout il n'essaie pas de percer très loin. Il teste, là où il sent une faiblesse, il rentre, dès que ça résiste, il s'arrête, il consolide et il part ailleurs. Et si vous regardez ce que font les Russes depuis, que eux ont démarré leur contre-offensive après l'échec de l'offensive ukrainienne l'été dernier, il y a un an, eh bien en fait c'est ce qu'ils font. C'est vraiment du Brusilov. Et là par exemple encore aujourd'hui, ce matin je regardais la carte pour préparer mon bulletin, ne le manquez pas, je regardais la carte et tout d'un coup je me suis aperçu que les Russes avaient commencé à attaquer du côté de Gouliapol. Donc un front qui était mort depuis 1 an et demi. Parce qu'en fait, ils attaquent sur toute la ligne de front. Donc tout le monde est concentré en fait sur Pakrovsk, c'est des noms que vous devez entendre un peu à la télévision. Tout le monde est concentré sur Kursk, etc. Et les Russes, ils sont déjà en train d'attaquer ailleurs. Et c'est exactement ce que faisait Brusilov. Et en faisant ça, il a détruit l'armée autrichienne. 1916, c'est la fin de l'armée autrichienne. Donc c'est ce que les Russes appliquent. Donc la situation aujourd'hui, elle est celle-là. C'est-à-dire que vous avez un front qui s'étend sur à peu près 1000 km, je compte pas le Dniepr parce que ni la Russie ni l'Ukraine n'ont les moyens de faire une traversée et d'entretenir une offensive avec un flux logistique nécessaire. Pour les raisons que j'évoquais, c'est-à-dire destruction des ponts, il faut bien comprendre que pendant la bataille du Dniepr, lorsque les Soviétiques repassent le Dniepr, il y a 1 million d'hommes. Donc c'est des proportions qui ne seront pas atteintes dans ce conflit. Donc sur ce front qui fait à peu près 1000 km, donc qui part maintenant de Kursk, eh bien, la Russie applique cette stratégie avec aujourd'hui clairement un axe d'effort principal qui est Pakrovsk, donc c'est-à-dire le Donbass, c'est la partie ouest de la République populaire de Donetsk, toujours la priorité, c'est toujours la priorité, encore une fois. Et surtout, en fait, l'avantage, c'est que une fois que cette partie-là sera passée, que les Russes seront passés à l'ouest, eh bien, le paysage change. Le paysage change, la densité urbaine diminue énormément,
et la stratégie kievienne, qui avait été inspirée par Zbigniew Brzezinski en 2014, c'est-à-dire il faut faire la guerre aux Russes dans les villes pour les épuiser, eh bien, elle sera de moins en moins possible. Parce que si vous regardez sur une carte, vous voyez très bien que les grandes villes, il y en a beaucoup moins. Il n'y a plus toutes ces usines, ces puits de mines qui ont été préparés pendant 8 ans par Kiev. Et on passe dans un paysage beaucoup plus ouvert qui rappelle un peu celui qu'on a vu au début du conflit lorsque les Russes étaient de l'autre côté sur la rive ouest du Dniepr, notamment du côté d'Odessa ou Nikolaïev. Là, la densité de population, c'est 27 habitants au kilomètre carré. Dans le Donbass, c'est 160. Donc, en fait, toute cette stratégie a été, en fait, d'essayer de détruire l'armée russe au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans le Donbass. La stratégie, donc, kievienne a échoué. Et aujourd'hui, les Russes, une fois qu'ils auront pris Pakrovsk, ils prennent Pakrovsk, en fait, devant eux, c'est la steppe. Et une steppe ouverte, avec très peu de points d'appui. Et surtout, on a vu que contrairement aux Russes, les Ukrainiens ont été incapables de construire des lignes de défense dans la steppe. C'est ce qu'ont fait les Russes à Zaporozhye, mais ils ont concentré énormément de moyens. Tous les moyens du génie civil de Moscou, de la région de Moscou, ont été mobilisés pour creuser des lignes de défense, dont d'ailleurs même la première n'a pas été percée, tellement c'était bien préparé. Et visiblement, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est que les Ukrainiens ne savent pas faire. Ils ont très bien préparé la partie urbaine, notamment la ville d'Avdiivka, dont on a parlé, qui a été prise en février de cette année, où il y avait des tunnels entre les maisons, des tunnels entre les villes, enfin tout un parcours. Et finalement, les Russes ont creusé leurs propres tunnels et ils sont passés derrière. Ils aiment bien faire des tunnels en ce moment. S'ils ont des alliés nord-coréens, c'est peut-être ça qu'ils font en fait. Il faudrait y réfléchir. Mais bref, donc les Russes ont réussi à avancer. Et donc aujourd'hui, ils ont l'initiative. Alors à l'heure où je vous parle, ils ont l'initiative sur la totalité du front. On peut parler un peu de ce qui s'est passé à Koursk, puisque c'est l'actualité, mais François posait bien la question, est-ce que ça vaut la peine d'en parler, est-ce que c'est significatif? En fait, Koursk n'est pas une offensive, c'est un raid. C'est un raid qui visait à s'emparer de la centrale nucléaire de Kourtchatov, juste à côté de Koursk. Donc par rapport à la frontière ukrainienne, Kourtchatov, c'était 50 km. D'après, parce que les Russes ont fait pas mal de prisonniers, ils ont trouvé des plans, des ordres de mission. L'idée, c'était, donc l'offensive ukrainienne a démarré le 6, c'était de prendre la centrale le 11. Et là, ça avait du sens. Alors peut être assimilé à du terrorisme nucléaire, c'est extrêmement dangereux, mais globalement, si jamais les Kieviens étaient dans la centrale nucléaire, s'installaient, les Russes n'auraient pas pu la bombarder parce que c'est une centrale nucléaire qui est en plus fragile. C'était un risque d'un second Tchernobyl. Donc il y avait une véritable crise stratégique côté russe si ça marchait. Donc c'est pas un coup des militaires, je suis persuadé, et il y a beaucoup de choses qui me permettent de le dire, on peut en parler si vous voulez qu'on rentre dans les détails, que c'est une opération qui a été préparée par la CIA, par le MI6, et qui a raté. Puisqu'au bout de 5 jours, ils avaient fait 20 km, il en restait 30, et qu'ils avançaient plus, et qu'en plus ils risquaient de se faire couper, parce que comme c'est un raid, il n'y a rien qui est prévu pour accompagner l'offensive. Normalement, une offensive, à telle étape vous avancez, en gros, vous avez un dard blindé, mécanisé, qui prend les positions, et ensuite vous avez l'infanterie motorisée qui vient les occuper, pendant que le dard blindé continue d'avancer. Il y a tout un système logistique qui se met en place, il y a immédiatement les appareils du génie qui arrivent pour creuser des tranchées, etc. Tout ça n'était pas prévu. Vous regardez la commande de matériel que fait Zelensky, je crois que c'est le 9 août, 3 jours après, où là finalement il a décidé de rester, parce qu'en gros la CIA a dit bon bah c'est raté, on va refiler le truc au Pentagone. Qu'est-ce que vous avez fait? Je pense que même le Pentagone et les affaires étrangères n'étaient pas au courant, américains je veux dire. Hein. Et donc en fait il a fait mais qu'est-ce qu'on va faire? Et donc Zelensky, pour faire plaisir à son opinion publique, à l'opinion publique internationale, aux gamelins de LCI, dit on reste et on fait passer ce raid pour une offensive. Le résultat, vous êtes en train de le voir en ce moment, c'est en train de tourner à la catastrophe pour Kiev. Ils ont utilisé parmi leurs meilleures troupes la 80e aéroportée, la 82e aéroportée. Là, je vois, ils essayent encore de faire une offensive sur les arrières russes dans la région. Vous voyez le niveau de l'unité par rapport au matériel utilisé. Quand c'est ce qu'ils ont de mieux, c'est-à-dire que c'est des bonnes troupes. Et là, vous voyez, les chars, c'est des Léopard 2, les véhicules blindés d'infanterie, de combat d'infanterie, c'est des CV-90 suédois, c'est du très bon matériel. Il y a beaucoup de mardeurs, il y a de moins en moins d'ailleurs de matériel soviétique parce que la plupart ont été détruits, donc ils sont totalement dépendants de ce florilège de différents matériels compliqués à entretenir que leur ont livré l'OTAN. Donc en fait, l'affaire de Koursk n'était pas une erreur initialement, c'était pas du tout idiot de vouloir s'emparer de la centrale. L'erreur, ça a été de transformer la baie des Cochons
en une bataille des Ardennes, une sous-bataille des Ardennes, qui va se terminer comme la bataille des Ardennes, c'est-à-dire, sauf que la bataille des Ardennes, le tournant, ça a été quand le ciel s'est éclairci, sauf que là, il faisait beau dès le début. Donc les Russes ont cartonné, et ça c'est documenté, c'est filmé, ont cartonné à coups qui ont la totale supériorité aérienne, ont cartonné ce que les Ukrainiens avaient de mieux comme matériel. Et c'est ça qui est incroyable, d'ailleurs même quand on connaît un peu l'histoire militaire, c'est-à-dire que les Russes, en fait, ça fait 2 ans et demi qu'ils vont chercher les Ukrainiens dans des trous. Et c'est là où les Ukrainiens résistent le mieux, parce qu'ils sont dans des... Moi j'ai vu la manière dont ils organisaient leur ligne de défense. Imaginez un wagon enterré, 3 mètres de béton au-dessus. Vous pouvez y aller, hein. Bon, peut-être avec les bombes, un petit coup de pression de bombes de 3 tonnes, ça doit quand même faire quelque chose. Mais globalement, c'est extrêmement compliqué, extrêmement coûteux. Et à 2 occasions, tout d'un coup, les Ukrainiens qui avaient cet avantage-là sortent, comme on dit dans l'armée, vent du cul dans la plaine, et en plein découvert. Et donc évidemment, les Russes exercent leur supériorité aérienne, qui est encore pire que ce qu'ils avaient il y a un an. Il y a un an, il n'y avait pas de bombes planantes. Ces bombes qui peuvent aller jusqu'à 3 tonnes, que les Russes envoient en toute impunité jusqu'à 70 km de distance, qui tombent avec une précision de GPS sur l'adversaire. Donc en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est ça qui est complètement dingue, c'est que à l'heure où je vous parle, ils essayent encore de percer. Et quand bien même ils réussiraient à percer donc à l'ouest de là où ils sont à Koursk, mais ils vont avancer de 20 km, 30 km jusqu'à la rivière Sem, et puis donc LCI va dire on a encore pris 500 km² en Russie, ce qui n'aura aucun intérêt, parce qu'encore une fois, il faut après s'enterrer. Et aujourd'hui, l'essentiel des forces qui ont été envoyées à Koursk sont dans la forêt. Il y a beaucoup de forêts dans ces endroits-là. Et vous voyez, là, non, ça risque pas d'arriver, mais il y a beaucoup d'arbres qui sont en train de perdre leurs feuilles. En Russie, dans un mois, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuilles. Et là, les Russes, encore une fois, qui ont la supériorité aérienne, ils vont aplatir tout ça. Donc voilà, l'affaire de Koursk est quand même intéressante, même si effectivement elle laisse perplexe pas mal de gens, y compris, je voyais Politico, version américaine, il titrait qu'est-ce qu'il allait faire, en gros, je me souviens plus du titre exact, c'était aujourd'hui ou hier, qu'est-ce qu'il est allé faire dans cette galère, en disant mais Zaloujny, l'ancien chef d'état-major, n'était pas d'accord, et puis finalement, vous allez voir que ils vont se passer le bébé, qui a eu cette idée idiote de lancer la contre-offensive sur la région de Koursk. Voilà, et qui en plus, alors si l'idée c'était de déstabiliser le pouvoir de Vladimir Poutine, c'est mal connaître les Russes. En 1812, les Russes, ils ont fait brûler Moscou parce qu'on y était rentré. Donc prendre un village de 5000 habitants à Soudja, s'imaginer que les Russes vont hésiter un instant à le raser s'il faut le raser pour des raisons militaires, mais devant les armées de Napoléon, le pays a été brûlé, devant les armées d'Hitler, c'était pareil. S'imaginer que, oh là là, non, le village de Soudja, 5000 habitants, c'est trop horrible, on va pas le bombarder. Non, non, c'est pas Paris 1940, hein, c'est pas la mentalité russe. Donc voilà où on en est militairement. Donc on a une armée russe qui a l'initiative sur la totalité du front. De temps en temps, elle l'a perdu à Koursk. Ça se trouve, peut-être que demain, les unités ukrainiennes vont finir par avancer un endroit à l'autre. Ça ne changera absolument pas le résultat final. Il n'y a rien à Koursk, il n'y a rien à Bryansk, il n'y a rien dans toute cette partie du nord il n'y a rien d'opératif, il n'y a pas de gain opératif à obtenir. Le Kiev n'en a pas les moyens. En revanche, ce qui se passe, c'est que les Russes ont franchi ces lignes de défense réputées imprenables qui ont été mises en place dans le Donbass pendant 8 ans, et renforcée encore depuis 2 ans et demi. Et ça, la situation aujourd'hui, elle est là. Je ne peux pas vous dire si la pointe d'effort principale va rester Pakrovsk, parce que si tout d'un coup les Russes avancent plus vite dans la région de Kharkov, ils vont mettre leur effort là, ou alors ils vont le mettre peut-être plus au sud, dans la région d'Ougledar. Faut en revanche garder en tête que la priorité c'est le Donbass, et pour des raisons, parce que c'était le but initial, parce qu'une fois qu'ils auront détruit les lignes de défense dans le Donbass, il n'y en aura plus, ça va être un billard. Et c'est le Donbass, et les Russes sont capables de s'adapter aux circonstances du terrain. Si à un moment ça perce et que ça leur permet de réussir un saut, on va dire, opératif dans la profondeur, ils vont le faire. Mais en faisant attention d'avoir le moins de pertes possible, le moins de pertes humaines. Donc voilà, pour résumer un peu la situation militaire, les Russes sont à l'initiative partout. Je vois pas par quel miracle Kiev pourrait reprendre l'initiative
dans une vraie initiative, hein, je ne parle pas d'un raid sur Kursk ou sur Bryansk, ou, dans les semaines qui viennent. De toute manière, on va arriver en hiver. En hiver, l'hiver, en fait, n'est pas aussi froid qu'il n'y paraît, surtout dans les intersaisons, il pleut beaucoup, ou alors au printemps, c'est le dégel. Donc, les combats dans les plaines, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut passer par les routes, on est plus exposé, mais on peut se battre en localité. Donc, c'est peut-être aussi ça que préparent les Russes, c'est-à-dire que c'est mettre un pied dans les villes dont ils veulent s'emparer, comme à Pakrovsk, et faire comme ils avaient fait à Bakhmout, c'est-à-dire combattre tout l'hiver en ville. Parce qu'en ville, vous pouvez combattre, c'est goudronné, c'est aussi simple que ça. Voilà un peu, je crois que la manière dont on peut récupérer la situation. Après, Kiev prépare des réserves, paraît-il. Peut-être que du matériel va encore être donné, donc faut pas sous-estimer. Ce serait une erreur. Mais il y a une telle planification stratégique côté russe que je tourne le problème dans ma tête tant que je peux. Et après, il y a aussi une autre question, c'est l'épuisement des stocks du côté de l'OTAN. C'est-à-dire qu'on a un problème de fournir des munitions qui coûtent beaucoup plus cher que les munitions russes, qui ne peuvent pas être produits aussi massivement. L'usure des matériels, aucune armée de l'OTAN n'a été prévue pour faire une guerre de haute intensité. Donc voilà les problèmes qui vont se poser. Alors voilà, donc après se pose la question de l'économie. Donc ça a été la grande erreur, je pense, des Occidentaux. J'ai du mal à croire que le Pentagone ou l'armée française ait pu sous-estimer à ce point l'armée russe. J'ai du mal. J'ai des camarades de promo qui sont maintenant généraux. C'était quand même des mecs brillants, donc je peux pas imaginer qu'ils se soient à ce point aveuglés sur l'armée russe. Donc faut pas. Par exemple, c'est pas parce qu'un rapport de l'IFRI fait un exposé méprisant sur l'armée russe qu'il est cru en haut lieu au ministère de la Défense. Mais ça, je peux pas vraiment vous dire. De temps en temps, il y a des fuites. Il y en a eu une il y a un an dans le magazine Marianne, je crois, où en fait, il y a une fuite de l'état-major qui disait exactement la même chose que François et moi disions sur l'armée russe et sur l'armée ukrainienne. Ça, d'ailleurs, je crois que celui qui a fait cette fuite a été sévèrement sanctionné d'après les rumeurs. Donc ça veut dire je pense qu'on a quand même une idée assez juste de la capacité de l'armée russe, malgré la propagande, et des limites de l'armée ukrainienne, qui en fait a perdu la guerre en avril 2022. Hein, la réalité, c'est ça. Donc, mais en revanche, l'erreur, ça a été l'estimation de l'économie russe. Et ça, on le doit aussi à nos amis américains, c'est-à-dire qu'on a considéré que l'économie russe était une armée, comme disait feu John McCain, donc qui est un sénateur républicain russophobe, qui disait c'est une station-service avec l'arme nucléaire. Donc ça c'était une méconnaissance profonde de l'économie russe, qui d'ailleurs n'est pas excusable, puisque vous avez les chiffres du FMI, vous avez les chiffres de la Banque mondiale, vous avez les analyses des banques sur l'économie russe. Par exemple, en 2021, la Banque mondiale annonce que la Russie est la première industrie d'Europe. C'est 32% du PIB contre 28 en Allemagne, 22 en Italie et 16 en France. Donc il y avait quand même des choses qui auraient dû les alerter. Ensuite, on est passé d'un moment où la Russie était aussi dépendante de vendre son gaz que l'Europe était dépendante de la Russie de lui acheter, à un moment où finalement la dépendance est davantage du côté de celui qui achète. Et qu'en plus, dès qu'on va créer une incertitude ou une instabilité sur les marchés, ça fait exploser les prix. Et le résultat, c'est pas moi qui le dis, c'est dans Bloomberg. Hein, tous les 5 du mois, Bloomberg publie l'argent qui est gagné par l'État russe par la vente des hydrocarbures, le gaz et le pétrole. Eh bien, c'est en augmentation d'année en année. Chaque année meilleure que la précédente, alors qu'ils en vendent moins en gaz. Mais ils le vendent 4 fois plus cher, parce que c'est du gaz liquéfié. Et que de toute manière, la France est devenue le premier importateur de gaz russe liquéfié au monde. Peut-être pas au monde, mais en Europe c'est certain. Ensuite, il y a l'Espagne et on n'a pas le choix. Ça s'appelle la dictature du réel, comme disait Lénine, que vous appréciez au moins autant que moi. Et donc il y a cette réalité économique qui a été largement sous-estimée, et ce qui fait que le plan, parce qu'il faut toujours quand même chercher de la rationalité du côté de l'adversaire, le plan, je pense, était de dire aux Ukrainiens, hein, puisque Johnson, le Premier ministre de l'époque, débarque, il explique à Zelensky, qui lui était caché, d'ailleurs c'est le témoignage qu'on a de Naftali Bennett, qui était Premier ministre israélien à l'époque, qui essayait de faire l'intermédiaire,
qui avait eu plutôt de bons résultats. Et puis tout d'un coup, il avait vu arriver Johnson, et donc qui explique à Zelensky que c'est le nouveau Churchill, rien de moins. Et donc il lui dit, donc ça c'est le témoignage de Dara Kamia, chef du groupe parlementaire de Zelensky à la Rada, qui dit à ce moment-là, on a dit bah non, on va leur tirer dessus. Et là, effectivement, ça a lancé la guerre. Et l'idée, je pense, initiale était il faut que Kiev tienne entre 3 et 6 mois, et nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Souvenez-vous. Et je pense que lorsque Bruno Le Maire dit cette ânerie, il en est persuadé. Et il en est persuadé, alors c'est ce que j'explique dans mon livre, je donne les références, parce qu'il y a des cabinets de conseil qui lui expliquent, de gens qui sont connectés avec tel cabinet de conseil américain, que, les sanctions ne vont rien nous coûter. Alors il est mort depuis, il s'appelle aussi Martin, c'était Philippe Martin, je crois, qui était responsable du conseil financier pour le ministère des Finances français. Il expliquait que si jamais on se privait des hydrocarbures russes, ça ne coûterait que 0,3% du PIB. Je suis tombé par hasard là-dessus, c'était sur BFM Business à l'époque, et j'ai vu le titre. Et donc je suis allé voir, mais qu'est-ce que c'est que je télécharge son document, et en fait il avait calculé en gros ce que la France gagnait en impôts quand elle importait des hydrocarbures russes, c'est-à-dire le fait que ça va provoquer une hausse des coûts de l'énergie parce que ça va créer une instabilité, qu'on va pas pouvoir le remplacer, que donc notre productivité, notre compétitivité va baisser. Toutes ces notions-là étaient absolument pas abordées. C'était un modèle mathématique de la même bêtise que ceux qu'on a eu au moment du Covid. Vous savez, le truc, que ça, je multiplie par 2, je divise par l'âge du capitaine, et voilà, c'est gagné. Et en fait, c'était vraiment de ce niveau-là. Et ça a été la grande erreur, je pense, des Occidentaux par rapport à l'économie russe. C'est-à-dire qu'ils l'ont largement sous-estimé. Ils ont sous-estimé son potentiel industriel, ils ont sous-estimé leur dépendance vis-à-vis des hydrocarbures, ils ont cru qu'on pouvait sanctionner le deuxième, ça dépend des années, deuxième ou premier exportateur de pétrole au monde. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas sanctionner le premier exportateur de gaz au monde. Ce n'est pas possible. C'est pas la Serbie, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est pas au moment de l'apartheid, et c'est pas l'Iran. Et même l'Iran, ça n'a pas marché. Donc vous imaginez la Russie avec un pays avec autant de ressources. Donc ça n'a pas provoqué l'effondrement de l'économie russe, ça n'a pas provoqué la révolution. Navalny n'a pas été le Lénine qu'ils espéraient. Et puis finalement, au contraire, la Russie, comme toujours Vladimir en profite pour faire des sauts qualitatifs pour son économie. Ultra-industrialisation, accélération de la dédollarisation qui était déjà en cours bien avant, mais là qui s'accélère. Là, j'ai vu les chiffres aujourd'hui. Au niveau des importations russes, je crois de mémoire, 40% sont payés en roubles, 36% en monnaie des pays amis, et il ne reste plus que quelque chose comme 20% de monnaie toxique des pays hostiles, c'est-à-dire essentiellement le dollar, parce que l'euro est complètement dans les choux. Donc ça, ça a été la grande erreur. Il y a aussi une autre, à mon avis, il y a un côté très provincial des élites, notamment françaises. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne se rendaient pas compte que le monde avait complètement changé ces 25 dernières années. Et c'est marrant pour des mondialistes, c'est qu'en fait, ils ne connaissent rien du monde. Ça m'a vraiment frappé. Par exemple, ils découvrent tout d'un coup le poids de l'économie chinoise, mais même en dehors de la Chine, le poids de l'économie indienne, qui sont maintenant les principaux consommateurs du pétrole russe, qui n'a plus besoin d'aller vendre son pétrole en Europe, même si la paix est signée. Le poids du Pakistan, qui est un gros consommateur. Toutes ces nouvelles économies, l'Indonésie, qu'on va retrouver on va retrouver au Forum des BRICS à Kazan. Et puis d'autres pays au Moyen-Orient extrêmement riches qui permettent à la Russie de contourner les sanctions, comme les Émirats arabes unis, qu'on ne sanctionnera jamais parce qu'Emmanuel Macron est allé faire la roue pour essayer de convaincre d'acheter nos bons du Trésor socialistes. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment bêtes pour le faire, mais bon, la réalité, c'est que souvent, en fait, ce que j'observais de Russie, parmi nos élites, c'était ça, c'est-à-dire qu'ils se croient toujours, on va dire, au milieu des années 90. Et effectivement, quand Washington bombarde l'ambassade de Chine à Belgrade en 1999, le PIB chinois en nominal, c'est 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, c'est 23 milliards. Je crois que c'est 23 000 milliards, c'est 5 000 milliards de plus que le PIB américain. Et c'est de la production.
c'est pas des frais d'avocat, c'est pas de la planche à billets. Donc en fait, il y a toute une réalité économique qui a été sous-estimée, qui va coûter très cher, plus à l'Europe d'ailleurs qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis ont plus de souplesse. Et puis un de leurs objectifs, donc ils avaient deux objectifs, c'était de détruire l'économie russe, chasser Vladimir Poutine du pouvoir, ça c'est complètement raté, mais ils voulaient aussi détruire l'économie européenne, et ça, on peut dire que le résultat est au-delà des espérances, américaines j'entends évidemment. Merci Xavier, je crois que le panorama qui a été brossé là est parfaitement clair, et moi ça me fait comprendre une chose, c'est que quand Zelensky parle aux Occidentaux, on a l'impression qu'il est plus fâché quand il parle aux Occidentaux que quand il parle aux Russes. Et ça se comprend d'une certaine façon parce que les Russes n'ont jamais caché ce qu'ils voulaient faire, et les Occidentaux l'ont roulé dans la farine complètement. Donc maintenant, c'est pour ça qu'il exige qu'on lui donne des armes, qu'on permette les tirs à longue portée, etc. Je pense qu'il a un os dans la gorge qui est assez épais. Mais bon, donc disons que la situation est maintenant assez compréhensible. Et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer si la victoire de la Russie... D'abord, est-ce que la victoire de la Russie est inéluctable à ce stade? Est-ce qu'il peut y avoir des réactions stratégiques de l'Occident qui peuvent remettre les choses en cause, internationalisation du conflit, etc. Et si on va à une négociation, quels sont les enjeux et qu'est-ce qui peut se passer? Alors, est-ce qu'on peut assister à une bascule stratégique? Moi, je ne crois pas à la Troisième Guerre mondiale, tout simplement parce que des puissances nucléaires ne se font pas la guerre, puisque la montée aux extrêmes est inévitable. Donc, tôt ou tard, il y en a un qui va utiliser une arme nucléaire tactique, l'autre va lui répondre par deux armes nucléaires tactiques, et puis finalement, on finira par s'envoyer du thermonucléaire, et puis c'est la fin de l'humanité. Donc, vous êtes tous confessés, j'imagine, donc nous on s'en moque un petit peu, mais il y en a, ils ont envie quand même de profiter un peu de leurs petits-enfants. Donc là-dessus, je ne crois pas que ça bascule dans une guerre mondiale. Est-ce que ça peut basculer dans une guerre conventionnelle en prenant ce risque? La réponse est non, parce que le monde a beaucoup changé. Je prends souvent l'exemple, je le prends dans mon livre, lorsque pour faire plaisir à l'Angleterre, la France est allée faire la guerre à la Russie en Crimée en 1853, elle a envoyé 315 000 hommes. C'est plus que toute l'armée française d'aujourd'hui réunie. Et sur ces 315 000, elle en a perdu des combats et de maladies 95 000. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui 95 000 morts? C'est plus de la moitié de l'armée française. Enfin, c'est quasiment, oui, plus d'un tiers de l'armée française. Voilà. Donc tout ça, on ne peut plus le faire. On ne peut même plus faire une guerre d'Algérie. On ne peut même plus faire. Les Américains ne peuvent plus faire la guerre du Vietnam. Les Américains ont perdu au Vietnam 56 000 soldats. C'est-à-dire à peu près les pertes russes aujourd'hui estimées par la BBC, mort définitif, un peu plus maintenant sans doute. Et ça a été un vrai traumatisme. Et donc ils ne peuvent plus faire ça. Aujourd'hui, ils ont été chassés de la mer Rouge par les Houthis. Ils ont été chassés parce que en fait, la seule solution pour eux, ce serait de donner l'assaut au Yémen et de se battre contre l'armée Houthi. Ils ne peuvent pas le faire parce que les soldats américains n'iront pas, ils refuseront d'y aller. Donc, en fait, l'escalade conventionnelle est impossible. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, je pense que même une opération pour la Russie, d'aller, par exemple, de l'autre côté de l'Atlantique pour revenir au secours de Cuba, ne passerait pas non plus en Russie. La Russie considère que les territoires qu'elle réunifie petit à petit à l'Ukraine, ce sont des territoires russes, et pour moi c'est incontestable, enfin je l'ai démontré dans mon premier bouquin sur l'Ukraine, et surtout que les populations sont russes, elles sont persécutées, je l'ai vu, j'ai commencé à voyager dans le Donbass en novembre 2015, j'ai vu des écoles, des hôpitaux où il n'y avait rien, mais rien, il ne pouvait même pas physiquement y avoir de véhicules militaires, etc., qui étaient bombardés délibérément pour provoquer une épuration ethnique. Donc là, la guerre, les Russes y croient. Ils croient que c'est la Russie et ils la font. Mais je ne suis pas persuadé que la population russe aujourd'hui, elle serait prête pour une aventure de l'autre côté d'un océan quelconque. Donc voilà. Donc du point de vue conventionnel, on atteint nos limites. Et on atteint nos limites également, comme on le disait, du point de vue de l'armement. Le New York Times a chiffré, c'était à la fin de l'année 2022, en décembre je crois, qu'un obus de 152 mm coûtait à la production à la Russie $600. Un obus de 155 mm, son équivalent au temps, coûtait $6 000. Et ça, c'était avant l'augmentation des coûts de l'énergie.
Dans l'armée allemande, il y a quelque chose qui me choquait quand moi j'étais dans l'armée, c'était il y a des syndicats. Il y a un syndicat dans la Bundeswehr. Et finalement, c'est pas si mal. Et donc ce syndicat est dirigé par un colonel, Wünster, je crois. Et c'est pareil, il avait donné une interview sur une chaîne allemande en 2022. Il avait dit tout ce qu'on donne aujourd'hui comme munitions, comme matériel, quand il faudra le reproduire, le coût ne sera plus le même. Parce qu'on a multiplié, en plus depuis, en gros, la facture énergétique par 4. Donc en fait, aujourd'hui, nos systèmes de production qui ne sont pas prévus pour une guerre de haute intensité ne sont pas prêts. Les Russes, eux, j'ai eu la chance de travailler pour le complexe militaro-industriel français avec le complexe militaro-industriel russe jusqu'aux sanctions, jusqu'en 2014. J'ai pu visiter les usines, je vois comment ils fonctionnent. Et évidemment qu'eux, en 2022, ils s'échauffaient seulement. Et que là, ils sont en train petit à petit ils ont atteint un certain rythme de croisière. D'ailleurs, l'armée russe aujourd'hui ne manque quasiment plus de rien. Alors il manque toujours les systèmes de brouillage qu'il faut importer de Chine, etc., etc. Mais là, c'est pareil. Sur par exemple, la dépendance vis-à-vis des sous-ensembles essentiellement semi-conducteurs chinois, il y a un rapport qui est sorti, qui a été commandé par le Pentagone, qui a été livré au début de l'année, et il y a eu, suite à ça, le comité de la défense du Sénat américain qui s'est réuni parce qu'ils sont aperçus qu'ils étaient au moins aussi, et sans doute même plus, dépendants des sous-ensembles chinois que les Russes. Et on a la liste des matériels dont certains sont envoyés en Ukraine, Lockheed Martin, Raytheon, etc., etc. Et on s'aperçoit que, en fait, ils peuvent pas mettre de sanctions contre ces compagnies chinoises parce que sinon eux-mêmes ne pourront plus produire. Donc, en fait, cette opération militaire spéciale, cette guerre entre l'OTAN et la Russie, a mis à plat des tas de choses qui ne fonctionnent pas, en fait, dans le cadre de la souveraineté d'un État qui doit être quasiment totalement souverain ou potentiellement souverain sur toute sa production militaire. Donc, pour cette raison, je pense qu'on va être dans une situation où Washington va tout faire pour faire durer la guerre le plus longtemps possible. Et surtout, obtenir comme solution de sortie le gel du conflit sur le mode coréen. C'est la première fois que je suis tombé sur cette idée, c'était toujours dans la presse anglo-saxonne, c'était en février 2023, où là, pour la première fois, il y avait j'ai retrouvé après l'idée dans quasiment tous les médias anglo-saxons, c'est après tout, et si la solution c'était pas le gel du conflit sur le modèle du coréen ou sur le 38e parallèle. Pourquoi est-ce que c'est une... Et si vous avez écouté le plan de paix de Trump qui veut faire la guerre en 24 heures, il était exposé par Vance et c'est son plan. Alors bon, il va falloir qu'il trouve mieux, mais bon, je pense que comme Trump dit un peu quelquefois tout et n'importe quoi, il fallait bien qu'ils disent qu'ils avaient une idée, mais globalement, les Russes, ça leur va pas. Poutine l'a dit plusieurs fois, il a dit nous, on n'est pas là pour geler la guerre, on est là pour y mettre fin définitivement. Définitivement. Donc c'est-à-dire qu'il y aura un traité, et il a dit d'ailleurs que pour que le traité soit signé, la levée de toutes les sanctions contre la Russie devait être inclue. Donc il inclut lui-même les Occidentaux dans ce traité final, alors que c'est exactement le contraire que veut Washington. Ce que voudrait Washington, c'est que finalement les Européens prennent cette guerre qu'ils ont eux-mêmes démarrée contre la Russie, et que on soit dans une espèce donc dans un gel, et qui fait qu'on est en situation de guerre. Donc aucune sanction n'est levée. Et donc, il n'y a pas tout d'un coup, maintenant on voit Scholz qui commence depuis les derniers résultats électoraux et puis les élections fédérales qui ont lieu l'année prochaine en Allemagne, qui commence à vouloir faire la paix, pourquoi pas utiliser le 4e gazoduc qui fonctionne encore de Nord Stream, voilà, pourquoi pas, qui veut pas donc autoriser la livraison des torts russes, qui veut pas de tas de choses. Et parce qu'en fait, il y a une volonté. Alors, je pense qu'en France, c'est au niveau de l'État esclave, on est au top. Donc nous, il n'y a rien à attendre de chez nous, malheureusement. Mais en Allemagne, il se passe vraiment des choses avec la montée des partis qui défendent les solutions de paix, comme l'AfD, comme le Bündnis Sarah Wagenknecht. Donc tout ça est plutôt montre que au moins l'Allemagne, et je pense que c'est pas le seul pays, a fortement envie d'avoir une solution de paix définitive. Donc pas un gel du conflit, puisqu'ils ont envie de lever les sanctions. Et de toute manière, c'est la condition de Poutine. Et aujourd'hui, la Russie, encore une fois, elle peut maintenir cette... Voilà, donc je pense que malheureusement, je ne peux pas vous dire quand ça va se finir. Encore 2-3 offensives débiles comme Kursk, ça se trouve c'est fini avant Noël. Mais bon, je pense qu'ils vont arrêter les frais avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qui est clair, je pense qu'il y a un bon espoir que ce soit fini en 2025. En effet, parce que les ressources de l'Ukraine sont épuisées depuis 2 ans, les ressources de l'Union européenne ne vont pas très fort, et puis on peut espérer que Trump
Trump, il peut faire arrêter la guerre en 24 heures. C'est ce que j'étais sur TV Liberté, c'est ce que je leur disais. S'il fait un discours immédiatement après son élection, s'il est élu en disant « Nous arrêtons définitivement de soutenir l'Ukraine », bah, c'est comme le discours de Pétain 16 juin 1940, quand il dit « Je vais demander l'armée française tient encore bah, elle a perdu la guerre, mais enfin la bataille en tout cas. Mais en fait, c'est quand Pétain annonce « J'ai demandé l'amnistie au Führer », et ben 1 million de prisonniers. Les gens arrêtent de se battre. Donc si Trump veut arrêter en 24 heures, il peut le faire, même en 5 minutes. Il annonce, voilà. Donc tout est possible. De toute manière, la victoire russe, elle est inéluctable. Quand on a toutes les données depuis le 24 février 2022, quand exactement ça va se passer, ça en prend le bon chemin, mais il y a des forces maléfiques qui sont prêts, en fait, qui se moquent de l'Ukraine d'ailleurs, en fait, parce que si ça continue comme ça, une fois que les Russes seront sur le Dniepr, ils vont prendre une région de plus. Une fois qu'ils seront aux portes de Kharkov, ils vont prendre la région de Kharkov et puis finiront par prendre Odessa, et ce qui restera de l'Ukraine n'aura plus accès à la mer Noire, si c'est ça le but. Mais je pense qu'il y a des forces vraiment maléfiques, enfin pas maléfiques, parce que, mais un peu quand même, qui sont prêts à tout faire. Et surtout, si vous voulez, la comparaison que je faisais, et après je vais te passer le micro, mais la comparaison que je faisais avec la guerre du Vietnam. Les Américains donc, ont perdu 5 ans au Vietnam à peu près. Ils ont perdu 56 000 hommes, ils sont repartis, une main devant, une main derrière, en décollant de l'ambassade à Saigon. Mais bon, voilà, les Russes, eux, si ça s'arrête maintenant, ils auront perdu 60 000 hommes, et ils auront reconquis les terres historiques de la Rousse, même pas de la Rousse, des terres historiques de l'Empire russe, hein, puisque tout cela appartenait au Khanat de Crimée, ça faisait pas partie de la Rousse de Kiev. Donc ils auront reconquis toutes ces terres, ils ont réglé leurs problèmes géopolitiques d'avoir une Ukraine neutralisée, et finalement pour peu de frais. Donc pour Washington, c'est inacceptable. Enfin, pour l'État profond, dirons-nous. C'est pour ça que vous avez... Moi, ce que je crains, c'est des opérations comme celle sur la centrale nucléaire près de Koursk. Ce qui m'a fait peur cette semaine, c'est que tout d'un coup, la Maison-Blanche annonce qu'ils redoutent des tirs russes sur les 3 centrales nucléaires ukrainiennes, puisque pour l'instant, les seules centrales qui sont attaquées, c'est celles qui sont contrôlées par les Russes, Zaporozhye et Koursk. Et alors bon, évidemment, on va nous faire croire que comme la Russie a fait sauter elle-même ses gazoducs, comme elle a fait sauter elle-même le barrage de Kharkovka qui alimentait en eau douce la Crimée, et comme elle bombarde elle-même ces centrales nucléaires qu'elle contrôle, évidemment, le narratif est peut-être un peu difficile à faire passer, même à l'auditoire de base de LCI. Donc ce serait peut-être pas mal de bombarder un peu les centrales nucléaires qui sont encore sous le contrôle de Kiev. Ça fait peur. Parce que je pense qu'ils sont prêts à tout, parce que sinon cette défaite sera une défaite monstrueuse pour le temps, hein, faut le dire, pour les élites, pour la classe dirigeante actuelle, occidentale au sens large, et des grosses défaites militaires peuvent entraîner des bouleversements politiques. Demandez à Napoléon III ce qu'il en pense. Regardez ce qui s'est passé après la défaite russe contre les Japonais en 1905. Donc voilà, je pense qu'ils sont assez fébriles en ce moment, effectivement, cette fameuse classe dirigeante. Merci Xavier. Je pousse un peu ton raisonnement plus loin. Si jamais Trump accepte ce que tu dis, c'est un bouleversement du monde total. Parce que Brzezinski explique dans Le Grand Échiquier que la puissance, même avant l'hégémonie, la puissance militaire américaine repose sur le contrôle de l'Europe et la domination de l'Europe. C'est ça qui leur donne leur statut et leur stature internationale. Le jour où ils acceptent de lever les sanctions, qui est ce que Poutine demandera, sinon il s'arrête, sinon il continue, ce jour-là, le lendemain, Macron ou son successeur ou tous les dirigeants sont à Moscou faisant la queue pour redemander du gaz pas cher, la réouverture des marchés, etc. Donc c'est la fin de la domination américaine sur l'Europe. Donc c'est la fin, d'une certaine façon, de la puissance américaine. C'est Rome et Carthage avec l'Europe au milieu. C'est Carthage qui gagne Rome géopolitiquement, définitivement. Et la question suivante, ça sera, qu'est-ce qu'on fait de l'OTAN? Puisque si les Russes sont nos amis et qu'on commerce avec eux normalement, pourquoi y a-t-il besoin de l'OTAN? Donc on voit que ça risque de démonter totalement non seulement l'hégémonie, mais la puissance américaine. C'est quelque chose d'historique, tu ne penses pas? Moi, je pense que ce ne serait pas forcément mauvais pour les Américains d'arriver à une relation pacifiée avec la Russie. Il faut voir que, et tu faisais très bien de citer Zbigniew-Brzezinski, c'est que sa vision du monde, elle est complètement, comment dirais-je, c'est une vision idéologique qui n'est pas prouvée. Il dit quoi, Brzezinski? Il dit, en fait, il faut contrôler le cœur du monde.
Donc pour contrôler le cœur du monde, il faut contrôler le Rhineland. Pour contrôler le Rhineland, il faut contrôler des zones pivots, dont l'Ukraine. Parce que sinon, nous sommes sur les îles mondes. Les États-Unis, c'est une île monde. Et donc, si on est là, en fait, on perd la domination mondiale. Mais pourquoi dominer mondialement ? Les États-Unis ne contrôlent pas le Rhineland ou le Earthland à la fin du 19e siècle. Pourtant, ils sont en train de devenir la première puissance économique mondiale. L'isolationnisme américain fait du bien à l'Amérique. C'est sans doute ce dont il a besoin de se démondialiser. Donc je pense que Trump est un pragmatique, c'est un développeur immobilier. J'en ai connu, c'est des fous furieux. Et comme Trump, ils avancent. Il faut qu'ils construisent la tour. Ils passent pas outre les lois, ils avancent et à la fin il y a une tour construite et après ils règlent les problèmes qui n'ont pas été réglés pendant la construction. Donc je pense que Trump n'est pas du tout un idéologue, c'est quelqu'un qui aime sincèrement son pays et donc il va faire les calculs. À quoi ça nous sert tout ça en tant qu'Américains parce que Brzezinski a dit qu'il fallait contrôler la zone pivot qu'est l'Ukraine. Pourquoi faire ? C'est complètement c'est absurde. Et revenir même d'ailleurs à une vision, à une économie de marché, parce qu'aujourd'hui toutes ces vertus du libre-échange dont on nous a bassiné, etc., c'était bien mieux, mais il est où le libre-échange ? Il y a des sanctions dans tous les sens. La Chine ne menace pas militairement les États-Unis. Pourquoi la sanctionner ? Parce qu'elle est plus performante, plus compétitive, parce qu'elle fait la guerre à personne depuis 1945 et que les États-Unis, eux, ont passé leur temps à faire la guerre. C'est ça aussi les causes de leur... Donc je pense que, moi je crois qu'effectivement, Trump pourrait être suffisamment raisonnable pour sortir de cet engrenage et que ce ne serait pas forcément la fin de... Alors oui, c'est la fin de l'hégémonie, ça c'est clair. Et la fin de l'OTAN. Et la fin de l'OTAN. Mais le problème aussi, c'est que ça coûte de l'argent. Qui paye pour l'OTAN ? Quand Trump, à mon avis, il y en a qui sont plutôt inquiets, c'est les Japonais et les Sud-Coréens, parce que juste avant de partir de son dernier mandat, Trump a dit, il voulait tripler la facture pour avoir la joie d'être un pays occupé par les troupes américaines, ce qui était quand même délirant. Et Biden a annulé le truc, mais ça coûte. On en parlait en voiture tout à l'heure en venant. Combien ça va coûter aux Finlandais d'avoir des troupes américaines sur leur sol ? Et qu'est-ce que ça va leur apporter par rapport à ce que ça va leur coûter ? Donc effectivement, aujourd'hui, on est dans ce problème-là, c'est-à-dire que depuis on peut le dire, leur victoire sur le monde communiste, les Occidentaux, les Américains, ont eu un problème, c'est que il faut un ennemi. Parce que même la France du général de Gaulle, qui était éminemment souveraine, quand il y avait un danger commun, les missiles de Cuba, etc., il a apporté son soutien aux Nord-Américains. Mais à partir du moment où il n'y a plus de danger, il faut qu'on s'invente un ennemi. Donc on a vécu pendant les années 90, on était dans le paradigme de la fin de l'histoire. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Parce que pour raconter un truc pareil, il faut vraiment... bref. Et ensuite, on a vécu, à partir du 11 septembre 2001, dans le paradigme de la lutte contre le terrorisme. Donc là, on avait de nouveau un ennemi absolu, qui était le terrorisme, qui a été utilisé pour justifier l'invasion de l'Afghanistan, qui a été validée par le Conseil de sécurité, mais ensuite l'invasion de l'Irak, etc., etc. Et la bascule, c'est 2018. C'est le général Mattis, qui est secrétaire d'État à la Défense de Donald Trump, et qui dit désormais on est passé du paradigme de la lutte contre le terrorisme au paradigme de la lutte contre les puissances révisionnistes, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et donc maintenant désormais ils appellent ça l'axe du mal, en y rajoutant l'Iran. Donc ça c'est schmittien, c'est-à-dire le rôle du politique c'est de désigner l'ennemi, mais à un moment ça va trouver ses limites, et notamment parce qu'ils sont en train de perdre. Économiquement, ils sont en train de perdre contre la Chine. Je citais le cas de la dépendance aux semi-conducteurs chinois. Du point de vue militaire, la Russie est désormais la deuxième armée au monde, selon le classement international. Aucun pays ne peut prétendre essayer de venir vaincre la Russie sur son sol. C'est tout simplement inimaginable. Donc voilà, mais encore une fois, moi je faisais la comparaison pour la France avec l'arme nucléaire, en fait, que nous a donné le général de Gaulle. En principe, on avait aboli la guerre pour la France. Personne ne conteste encore nos frontières. On n'a aucune raison d'aller faire la guerre à personne. Et si quelqu'un essaie de nous reprendre l'Alsace-Lorraine, on le vitrifie. Voilà. Bon, et donc, en fait, on aurait pu sortir de... Mais on a eu un président socialiste, Mitterrand, qui a trouvé mieux que de nous remettre dans un cycle de guerre, d'abord avec l'Irak et ensuite avec la Yougoslavie. Au lieu d'être cette puissance d'équilibre, que la disparition de l'OTAN nous permettrait peut-être de revenir, oui, de redevenir.
Merci beaucoup. Troisième partie. Donc, est-ce qu'à partir de ça, on peut brosser quelques perspectives sur la future organisation du monde et les BRICS en particulier, leur rôle, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui, comment les choses peuvent-elles s'organiser, parce qu'il y a quand même une montée d'une série de pays qui est assez extraordinaire. Et après, on donnera la parole à la salle pour les questions. Ce qui est intéressant avec les BRICS, c'est qu'à l'origine, le terme a été inventé par un économiste de Goldman Sachs en 2001. Et c'était plutôt méprisant, parce qu'il disait, on est en 2001, donc regardez la Chine, regardez la Russie, regardez l'Inde, regardez l'Afrique du Sud, qui rejoint après, regardez le Brésil, ils ont quand même des économies qui ne se ressemblent pas, des modèles complètement différents, et pourtant, oui, ils incarnent une montée de pays, soit anciennement puissants devenus pauvres, soit qui ont toujours été pauvres et qui veulent devenir puissants, etc. Donc c'était plutôt méprisant, et aujourd'hui c'est devenu une réalité. Donc essentiellement sous l'impulsion de la Chine et de la Russie. Alors c'est une structure qui est intéressante parce que déjà c'est pas une structure verticale, contrairement par exemple aux structures qui encadrent l'Occident. Comme l'OTAN ou le G7 en fait, où il y a Washington qui donne les ordres à qui il faut mettre les sanctions en gros. Là, les BRICS c'est l'inverse, c'est-à-dire vous rentrez dans les BRICS, vous ne pouvez plus mettre de sanctions aux membres de ces BRICS. Et c'est d'autant plus intéressant que vous avez aujourd'hui un candidat qui est la Turquie, qui est membre de l'OTAN et qui ne met pas de sanctions contre la Russie et qui a dit qu'il n'en mettrait pas. Donc évidemment c'est une fissure dans une partie du bloc, et surtout c'est un espace de prospérité commun. Donc il n'y a pas de hiérarchie, c'est un espace de prospérité commun. Maintenant, il faut voir quand même comment ça va se concrétiser du point de vue institutionnel. C'est-à-dire que il faut une banque. Il faut une monnaie, pas une monnaie, mais une unité de compte commun pour permettre d'organiser les échanges, pour permettre de créer un autre monde que celui qui, pour l'instant, est dominé par, évidemment, encore par le dollar, même si la dédollarisation s'est largement accélérée. Donc voilà un peu ce qu'on veut dire, ce qu'on peut dire. On va, je pense, assister à des choses assez intéressantes à Kazan. J'espère le lancement du nouveau gazoduc, donc Force de Sibérie numéro 2. Il y a de Force de Sibérie numéro 1 qui fonctionne très bien, qui a dépassé tous les objectifs qui lui étaient fixés pour le grand bonheur des Russes. Et un des points intéressants aussi, c'est que Force de Sibérie numéro 2 va chercher le gaz au même endroit que Nord Stream 2. C'est-à-dire que les Russes ont prévu que si ce gazoduc, alors que les Forces de Sibérie numéro 1 et Forces de Sibérie et Nord Stream 1 avaient deux réservoirs de gaz différents. Donc voilà, c'est aussi un endroit de rencontre. Et ce qui est aussi intéressant, c'est l'approche de régulation des questions diplomatiques entre des pays qu'on croyait opposés à tout jamais. On a vu par exemple par le truchement de la Chine, le rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, il y a une semaine, on commençait des pourparlers entre la Chine et l'Inde, pour régler le différend territorial, en faisant une zone tampon dont on se retirerait militairement. Donc en fait, ce que donnent les BRICS et des structures comme l'Organisation de coopération de Shanghai, ça donne une nouvelle effectivement structure des relations internationales qui est ouverte à tous. La France pourrait devenir membre des BRICS, mais pour ça il faudrait qu'elle arrête les sanctions contre la Russie, contre la Chine, elle n'a pas encore mis. Donc voilà, c'est-à-dire c'est une approche finalement plus traditionnelle et multipolaire, disons le mot, multipolaire des relations internationales, et on en attend beaucoup. Et puis après du point de vue effectivement de la puissance économique, les BRICS sont largement dépassés en population, en PIB, que ce soit en nominal ou en parité de pouvoir d'achat, ont largement dépassé les pays comme le G7, qui sont finalement le club des pays les plus endettés de la planète. Donc effectivement, je crois en ces nouvelles structures, mais après, il faut quand même qu'ils se donnent des institutions, et notamment une banque, la banque. Et là, on va voir, parce que effectivement, la Chine, elle a ses projets aussi, elle a les nouvelles routes de la soie, elle a 2 banques asiatiques qui fonctionnent pour les financer, donc la Banque des BRICS, ils sont moins pressés. Et puis ils n'ont pas peut-être forcément envie que le yuan devienne une monnaie internationale. Enfin, il y a des tas de questions qui se posent, mais en tout cas c'est évident que c'est là que ça va se passer. C'est ça qu'il faut observer, parce que le vieux monde est en train de disparaître, le vieux monde occidental est en train de disparaître, qu'il le veuille ou non. Merci beaucoup Xavier. Quel panorama.
Madame. Alors, on va passer la parole à la salle, étant bien entendu que dans les conférences en général, ce que les gens préfèrent, c'est leurs propres questions. C'est ça qui les passionne. Il ne faut surtout pas éviter ça. Alors, allons-y. Poutine a-t-il d'autres ambitions territoriales? Vous espérez qu'ils viennent jusqu'à Versailles, c'est ça, hein? On aimerait bien. Ça lui changerait. Non, honnêtement, je pense pas. Je sais pas d'ailleurs quelles sont exactement ses ambitions territoriales en Ukraine. Je pense que c'est la nouvelle Russie, mais en fait, il ne l'a jamais dit. Pour l'instant, les dernières conditions qu'il a données, c'est donc en plus des 3 régions qu'il demandait en 2022, comme l'OTAN a voulu faire durer le plaisir, il veut de nouveau la région de Kherson, qui est occupée à 60% par les Russes. Il manque, mais la capitale est de l'autre côté du Dniepr, et la région de Zaporozhye. Et là, c'est pareil, c'est à peu près 60% que les Russes occupent, et la capitale est au nord. Donc, à cheval sur le Dniepr. Donc, ça, c'est ce qu'il veut. Pour l'instant, c'est les buts affirmés. On peut très bien imaginer, surtout si jamais, plus la guerre va durer, plus ça va être un investissement pour la Russie. Et donc, plus c'est un investissement pour la Russie, plus il va vouloir prendre d'autres régions. Si vous voulez, une ville comme Kharkov. Kharkov, c'est une ville russe. Kharkov, c'est la censure, ça. Kharkov, c'est une ville russe. Odessa, c'est une ville russe. Symboliquement, à 2 reprises, Odessa a été fondée par la Grande Catherine et par le duc de Richelieu, en français. Et à 2 reprises dans l'histoire, la statue de la Grande Catherine a été déboulonnée. Donc la première fois, c'était par les bolcheviks en 1924, et la deuxième fois, ça a été il y a 2 ans, par les bandéristes, en fait. Et ça, c'est très mal passé chez les Odessites. Et il est évident que la population odessite attend le retour de la Russie. Et rappelez-vous que finalement, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est le massacre d'Odessa le 2 mai. C'est à Odessa que ça a commencé. Et je ne vois pas comment cette guerre finirait sans la prise d'Odessa par les Russes. Ou en tout cas, la mise sous un statut de neutralité avec une perspective de référendum 5 ans plus tard. Voilà. Tout ce qui est ces villes de la côte de la mer Noire, ces grands ports qui sont éminemment russes, évidemment que, en tout cas, Poutine doit y penser en se rasant. Voilà. Et la ville de Kharkov également, qui est une ville éminemment russe. Ils appellent ça Kharkiv. Le fondateur de Kharkov s'appelait Kharko, c'est un chef cosaque. Pourquoi il s'appelle pas Kharki, quoi. Donc ils mettent des i partout, ça rend les mots ukrainiens prononçables, et c'est vraiment insupportable. Vivement qu'on ait rétabli l'orthographe. Zaporozhye, qu'est-ce que c'est Zaporozhye. Les cosaques Zaporozhye. Voilà. Oui, bonsoir. Vous avez anticipé une partie de ma question. Il est assez clair que la Russie a tout intérêt à récupérer ce qui était la nouvelle Russie, c'est-à-dire toutes les terres du canal de Crimée. À partir de là, j'ai 2 questions distinctes. Pensez-vous qu'elle veuille, comment dirais-je, acheter quelques pays européens en s'emparant de la Transnistrie d'un côté qui est totalement russe, et puis en redistribuant Boudjak, Bukovine, Ruthénie, Sud-Karpatique à quelques autres? Ça, c'est ma première partie de la question. Et puis la deuxième qui vous fera moins plaisir parce que je sais où vous passez vos vacances. Kaliningrad a-t-elle vocation à rester russe alors que, pour le coup, ça n'a jamais été une terre russe dans l'histoire, que c'est assez récent et que ça pourrait même peut-être constituer une monnaie d'échange pour d'autres choses? 2 très bonnes questions, je dis pas ça pour faire bien. Donc, effectivement, donc, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire, en fait, l'Ukraine n'a jamais existé avant que les bolcheviks les fondaient. C'est ça le paradoxe, c'est que en fait, c'est Staline, Kaganovitch et Lénine qui ont fondé l'Ukraine, qui ont fondé la République socialiste soviétique d'Ukraine, et qui lui ont pour la première fois donné des frontières qui ne correspondent d'ailleurs absolument pas à l'époque de l'Empire russe. En fait, il y avait les gouvernements qui étaient eux-mêmes divisés en ouest, donc toutes ces subdivisions, aucune ne correspond à l'Ukraine. Faut bien le comprendre. La nouvelle Russie, en fait, c'est le nom qui a été donné, mais ça n'a duré qu'une quinzaine d'années, jusqu'après la conquête sur les Tatars, la conquête du Khanat de Crimée. Et donc, ça a été mis au sein d'une circonscription qui s'appelait la Nouvelle Russie,
qui correspond peu ou prou, en gros, à une ligne qui irait d'Odessa, peu ou prou, hein, jusqu'à Kharkov, en englobant la Crimée. Donc c'est pour ça que le thème de la Nouvelle-Russie, Novorossiya, est apparu de nouveau en 2014. Donc ça, c'est spécifique parce que ce n'est pas l'héritage de la Rousse de Kiev. C'est l'héritage de l'Empire russe. Ça n'a jamais été inclus, sauf peut-être des petits morceaux, bon, je pourrais regarder, mais dans la Rousse de Kiev. Donc ça, c'est la petite Russie. Ce qu'on a au centre, c'est ça, c'est la Nouvelle-Russie, pardon. Ce qu'on a au centre, c'est la petite Russie, la Malorussie, c'est-à-dire celle qui se développe autour de Kiev et qui, effectivement, il y a 1000 ans, incluait les Carpates avec la Galicie, la Volhynie. Ce qu'a fait Staline donc en 1940, donc en plus après avoir fondé l'Ukraine telle que au début de ses frontières par Staline en 1922, ils ont continué à agglomérer des morceaux qu'ils ont pris aux pays limitrophes. Donc ils ont pris un morceau à la Pologne. Il faut savoir que Lvov, par exemple, c'était une ville polonaise, juive et polonaise, hein, mais ensuite il y a eu les massacres en juin 1941, et puis Staline a chassé la population polonaise pour régler le problème définitivement. Donc ça, la Galicie, la Volhynie, on peut estimer que c'est des régions polonaises, et je pense que Poutine ne serait pas opposé à ce que la Pologne récupère ses territoires. Et je pense que même il verrait ça comme une punition pour les Polonais, puisque les héros de l'Ukraine actuelle, en fait, c'est les bandéristes, ce sont des héros de Galicie. Bandera était le fils d'un prêtre uniate, et Chouchkievitch, Melnik viennent tous de l'ouest de l'Ukraine. Donc, en fait, ce serait... mais bien avant de tuer des Juifs et des Russes, les bandéristes tuaient des Polonais, notamment le ministre de l'Intérieur polonais. C'est pour ça que Bandera a été d'ailleurs condamné d'abord à mort, ensuite à la prison, et ensuite a été libéré à la demande d'Hitler en 1933. C'est que quand il a crié, on a entendu pour la première fois le cri « Slava Ukraini », c'est devant un tribunal polonais qui le jugeait pour les attentats qu'il avait commis, et lui refusait de parler polonais. Et la seule chose qu'il a dit, c'est Slava Ukraini. Voilà d'où vient le cri de guerre prononcé maintenant par Bernard-Henri Lévy. Et donc ça c'est donc je pense que Poutine ne serait pas du tout opposé à ce que la Pologne récupère ses territoires. Je pense qu'en revanche, Loukachenko ne veut pas. Loukachenko, il veut pas avoir des Polonais au sud, à sa frontière sud-ouest. Donc, et je pense que ça inquiète beaucoup Loukachenko. Mais on va voir. C'est quelque chose sur lequel on peut négocier. Il y a d'autres parties qui ont été donc rattachées après la Seconde Guerre mondiale, qui ont été prises effectivement à la Hongrie. Il y a 150 000 ou 120 000 Magyars qui vivent, en plus qui subissent aussi des persécutions linguistiques de la part du régime kievien, donc qui d'ailleurs la plupart ont tous un passeport hongrois. Et d'ailleurs, Orban ne se prive pas de mettre la pression sur le régime kievien pour qu'il respecte le droit des minorités. Vous avez également une partie roumaine. Là aussi, les Russes ne seraient pas du tout opposés à ce que les Roumains récupèrent leurs morceaux. Quand effectivement la Transnistrie et la Moldavie, c'est pareil, c'est qu'en fait c'est la Roumanie en fait la partie moldave. La question c'est est-ce qu'on veut que la Moldavie disparaisse et soit rattachée à la Roumanie, et puis que les Russes effectivement gardent la Transnistrie. J'ai pas l'impression que les Russes veuillent tellement recomposer les frontières. Ce qu'ils veulent en fait, c'est être tranquilles dans leur étranger proche. Donc ils veulent pas d'OTAN. Voilà. Et si jamais il n'y a pas une vraie fédéralisation de la Moldavie avec la Transnistrie comme une province où on respecte les particularismes, c'est-à-dire qu'en fait c'est des Russes, eh bien oui, effectivement, une fois que les Russes seront à Odessa, la tentation va être grande, dirons-nous. Donc voilà, pour répondre à la question, encore une fois, je ne pense pas que les Russes veuillent étendre leur volonté de réunification au-delà de l'Ukraine. Et je pense même que si la dernière chose que veulent les Russes, c'est de réunifier la Galicie et la Volhynie. On en parlait également en arrivant, en 1914, lorsque les Français, les Anglais et les Russes se sont mis d'accord pour leur but de guerre, les Russes, eux, voulaient la Constantinople et également donc la Galicie. Et en fait, il y avait un des conseillers de l'empereur qui s'appelait Dournovo, qui a publié un mémorandum
qu'on appelle le mémorandum de Dournovo, et que vous trouvez, si vous parlez russe, sur Internet, et dans lequel il déconseille fortement à l'empereur de reprendre la Galicie. Il dit ces gens-là ont quitté notre monde depuis 1000 ans et ils font plus partie de. On va avoir des gens. C'est une vision romantique des choses. Il ne le faut pas. Quand Staline a réunifié, unifié plutôt la Galicie et la Volhynie à la République socialiste soviétique d'Ukraine, la majorité du Parti communiste était contre, en disant vous savez pas ce qu'on va récupérer. Ces gens-là c'est des sauvages, c'est pas comme nous. Ils vont ramener toute leur haine, parce que c'est un peuple qui a été extrêmement maltraité, pas par les Russes, d'ailleurs les Russes ont quasiment plus jamais été en contact avec eux, mais par les Polonais, qui ensuite a été dominé mais plutôt de manière constructive par l'Empire austro-hongrois au moment du partage de la Pologne. Après 1918, on les remet sous les pattes des Polonais, et donc là, ça donne Bandera, Shushkevich et Melnik. Et puis, finalement, c'est Staline qui réalise leurs rêves en les rattachant au reste de l'Ukraine. Mais ça, c'était quelque chose... Beaucoup de communistes soviétiques disaient qu'il ne faut pas faire ça. De la manière que Dournovo disait à l'empereur Nicolas II, surtout ne le faites pas. Donc voilà, et je ne pense pas que Poutine fasse l'erreur qu'a commise Staline. Sur le Kaliningrad, alors effectivement, le problème de Kaliningrad, c'est que il n'y a plus d'Allemands. C'est russe. Et moi, j'y vais en vacances, effectivement. Ça fait la 4e ou 5e année. On a découvert ça pendant le Covid. Et c'était puisqu'on ne pouvait pas sortir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, j'ai croisé un touriste allemand un jour et je lui dis, alors, Königsberg, il y a plein de petits... Parce qu'en plus, les Russes, alors en revanche, eux, ils font pas d'acculturation. Ils ont restauré la cathédrale, le tombeau d'Emmanuel Kant. Il était vraiment petit, il y a une statue à sa taille. Emmanuel Kant, la tradition militaire prussienne. Enfin, c'est assez incroyable. Il n'y a pas du tout de cancel culture de l'héritage germanique. Je lui disais à l'allemand, je dis, vous n'êtes pas un peu triste? Il me dit non, si c'était allemand, ce serait bourré d'immigrés. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa de passer les vacances à Kaliningrad. Donc déjà, il faudrait qu'il y ait une prétention allemande. L'Allemagne n'a pas de prétention sur Kaliningrad. Pourquoi est-ce que Staline a fait ça, en fait? C'était pour régler le problème du corridor de Danzig. Il s'est dit, puisque c'était une des raisons du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il s'est dit, on va faire ça à la Staline. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner l'Est de l'Allemagne aux Polonais, on va prendre l'Est de la Pologne, on va la donner à la Biélorussie, et puis comme ça, il n'y a plus de corridor de Danzig, et puis Kaliningrad, c'est pour nous. Voilà, hop. Et donc, ceux qui revendiquent Kaliningrad, ce sont les Polonais, comme toujours. Et alors, je me suis demandé pourquoi. On va faire un petit peu d'histoire, oui. Donc, en fait, c'est que quand la Pologne, souvenez-vous, a été une grande puissance au cœur de l'Europe. C'est elle qui a organisé la défense de Vienne en 1683. Mais avant, en fait, quand elle a construit son territoire, en s'emparant notamment de la Galicie et la Volhynie, on l'a dit, avec la Lituanie, en fait, ils voulaient aussi s'emparer des territoires qui correspondent aujourd'hui à Kaliningrad et au Courland. Et là, il y avait des peuples baltes qui s'appelaient les Prous et les Kours. Et donc, ils étaient païens et les Polonais, ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Et donc, ils ont fait appel à l'ordre teutonique des Germains. Donc, les teutoniques sont partis en croisade contre les peuples baltes. Ils ont gagné, ils sont installés et ils se sont dit, on est quand même bien ici. Et donc c'est devenu une terre germanique. Et à quelques moments dans l'histoire, il y a eu la suzeraineté polonaise, puisqu'après, au moment de la Réforme, donc l'ordre teutonique a rejoint la Réforme, donc c'est devenu en fait, ça a donné la maison de Brandebourg. Et à partir de ce moment-là, la Prusse a consolidé sa présence. Et finalement, c'est les Polonais qui ont germanisé les territoires baltes, alors qu'avant il n'y avait pas d'Allemands, il y avait des Baltes, il y avait des Prous et des Kours. Mais donc au nom de ça, il y a un général, ancien chef d'état-major de l'armée de terre polonaise, sur une chaîne polonaise, qui a dit il y a 2 ans, de toute manière, il faut qu'on récupère Kaliningrad. Mais comme disait le général de Gaulle, je leur souhaite par avance bien du plaisir. Il faut quand même être sérieux. Mais voilà, c'est les seules prétentions. En revanche, oui, c'est un problème politique parce qu'il y a le corridor
qui permet de passer de la Lituanie, en principe, et des accords internationaux, vers Kaliningrad. Et là, il y a eu des tensions en 2022. A priori, ça s'est plutôt calmé. Et je pense qu'une fois que le conflit ukrainien sera terminé, même dans les pays baltes, vous savez, les choses sont en train de changer parce que déjà, il y a une population vieillissante. Vous voyez les courbes démographiques des pays baltes. Sous l'Union soviétique, ça fait ça. 1992, ça fait ça. Parce que les jeunes partent. Et donc, et les jeunes, dès qu'ils ont 18 ans, ils partent faire des études ou partent travailler ailleurs. Donc, l'avenir des Pays-Bas, je dirais à la limite que les Russes ont juste à attendre. Et puis, bientôt, il n'y aura plus que des vieux déguisés en Waffen-SS 2 fois par an. Et puis voilà. Et des gamins qui attendront d'avoir leur passeport pour quitter le pays. Donc, je ne pense pas que les Pays-Baltes soient un problème, même si on les entend, ils sont très... En revanche, non, ce qui est dangereux par rapport aux Pays-Baltes, c'est que, en fait, c'est vraiment des pions de Washington. Et comme les Polonais, ils savent très bien jouer des institutions européennes. Ils sont partout. Nous, en fait, on envoie les tocards. Et c'est pas ce qui nous manque, donc on envoie Moscovici, on envoie Thierry Breton, voilà. Et pour vous dire, bon, qu'est-ce qu'on va en foutre? Ces journées, va faire un tour à Bruxelles. Mais les Baltes, eux, ils envoient donc tous ces young leaders qui sont passés par tous les instituts sorosiens du département d'État, etc., etc. Et donc eux, après, ils viennent avec leur espèce de fureur. Donc c'est un mélange de revanchisme et puis en même temps comme comme toutes ces élites occidentalisées ont des sexualités plus ou moins compréhensibles. Évidemment que la Russie, avec ses lois qui interdisent la propagande LGBT, est considérée comme l'arc ennemi en fait. Ça rappelle beaucoup la situation au XIXe siècle en France. Jusqu'à l'accord avec l'alliance en fait avec la Russie, c'est-à-dire où là la Troisième République fait un effort. Je crois que c'était Delcassé, hein. Merci Delcassé, face au danger allemand pour mettre son mouchoir sur son idéologie, mais jusqu'à cette époque-là, en fait, depuis 1815, traité de Vienne, l'idée de la Sainte Alliance, etc., la Russie était l'ennemi de la gauche, parce qu'elle incarnait le conservatisme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après, l'URSS est devenue l'ennemi de la gauche bourgeoise, parce qu'elle proposait une gauche populaire, une révolution anti-bourgeoise, et donc ça faisait peur aux bourgeois de la Troisième République, qui, eux, surtout pas, comme disait le général de Gaulle, il faut qu'on puisse continuer à dîner en ville. Quoi qu'il arrive, il faut dîner en ville, quoi. Donc on ne va pas s'embêter avec tous ces prolétaires qui veulent faire la révolution. Et puis là, de nouveau, la Russie a repris son rôle d'épouvantail conservateur pour le régime actuel, et donc en général pour l'Occident, ce que j'appelle l'Occident dégénéré, appelons un chat un chat. Et voilà, un peu donc pas de risque pour Kaliningrad dans l'immédiat. Donc la question est sur la perception par les Ukrainiens de la guerre et où sont-ils partis au moment du début de l'opération militaire spéciale. Alors je réponds à la deuxième question parce que c'est plus rapide. La majorité est partie en Russie. Il y a 3,5 millions. C'est les chiffres officiels du commissariat aux réfugiés. 3,5 millions d'Ukrainiens qui sont partis en Russie, sachant qu'il y en avait plusieurs millions également qui avaient déjà émigré après Maïdan. L'autre pays qui a beaucoup accueilli, c'est la Pologne. Mais aujourd'hui, ils aimeraient bien les renvoyer faire renvoyer se battre. C'est le sens de la rencontre entre Sikorski, le ministre des Affaires étrangères, et Zelensky. Mais je ne pense pas que ça va avoir lieu pour deux raisons, parce que c'est quand même compliqué de leur courir après. Et ensuite, l'économie polonaise, ça c'est un rapport qui a été publié, je crois que c'était dans Bloomberg. Il y a un rapport qui a été donné, en fait, que désormais, comme il y a une pénurie de main-d'œuvre, si jamais ils perdent la main-d'œuvre pas chère ukrainienne, pour que le plombier polonais puisse venir récupérer, réparer votre évier et mettre le pompier français au chômage, il faut qu'il y ait un pompier ukrainien encore moins bien payé qui viennent réparer les éviers en Pologne. En gros, c'est ça. Donc, effectivement, je ne pense pas que ce soit dans la veille. Donc, c'est la Pologne qui a fourni l'effort principal. Ensuite, l'Allemagne. La France, très peu. Nous, on a les nôtres, nos immigrés. Et le problème, c'est qu'a priori, ces gens-là ne veulent pas rentrer. Beaucoup d'entre eux voudraient venir en Russie. Mais la Russie, qui a peur d'une cinquième colonne, a énormément... Alors, je pense qu'elle a tort. Ça, je l'ai dit quelques fois. Rend le retour de ces immigrés extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un point d'arrivée à l'aéroport de Sheremetyevo à Moscou. Ils sont contrôlés. Pour le moindre soupçon, vous êtes refoulé.
Et ça, c'est dommage parce que la Russie a un gros problème de main-d'œuvre. C'est un pays qui est en plein décollage économique. L'inflation, en fait, il y a une inflation en Russie qui est très forte à cause de l'inflation sur les salaires. C'est celle qui se répercute immédiatement dans l'inflation, hein, dans les prix. Donc, elle aurait besoin de cette main-d'œuvre. Et en plus, c'est des Russes. Hein. Enfin, vous voyez leur tête, tous. Je les vois des deux côtés de la ligne de front. Ils ont la même tête. Ils ont souvent le même nom. Le général Syrski, ses parents habitent à Vladimir. C'est au nord de Moscou. C'est là où je me suis réfugié pendant le Covid dans la forêt. Et donc en fait c'est le symbole de cette guerre civile en fait. Donc pour les Russes, c'est une guerre civile, incontestablement, sauf peut-être sur les populations dont j'ai parlé de l'ouest de l'Ukraine qui sont un monde à part. Pour les Ukrainiens, le problème c'est que l'Ukraine ça définit un territoire, ça veut dire la périphérie. Na Ukraine en russe c'est la périphérie. Donc pour les gens qui habitent sur le territoire désigné comme l'Ukraine, ça dépend où vous vous trouvez. Je pense que dans toute la Nouvelle-Russie, ils attendent l'armée russe avec impatience, quelle que soit la propagande qui a été faite. C'est très dur de le savoir parce qu'en fait, il y a des lois en Ukraine qui, par exemple, si vous commencez à relativiser entre guillemets l'invasion russe, vous pouvez faire de la prison. Donc voilà, c'est compliqué de le savoir. Moi, je pense que ce sera dans la Nouvelle-Russie, je pense qu'il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, vous n'avez aucune guérilla, ni à Zaporozhye, ni à Kherson. Donc, Donbass, n'en parlons pas, il n'y en aura jamais. Donc, vous n'avez pas de guérilla. Vous avez quelques actes, des actes de résistance, je dirais, des espions, des choses comme ça. Mais une guérilla massive, comme on a pu avoir une guerre de partisans pendant la Seconde Guerre mondiale, vous n'en avez pas. Vous en auriez si les Russes allaient dans les Carpates. D'ailleurs, Shushkevitch, il a continué à se battre jusqu'en 1954, je crois, parce que dans les Carpates, c'est possible de maintenir une guérilla, et surtout, ils étaient soutenus par la population locale. Faut appeler un chat un chat. Voilà. Et Kiev a toujours attendu de savoir qui avait gagné la guerre pour se rallier. Quand les Russes ont battu les Polonais au XVIIe siècle, après que l'accord a été signé avec les Polonais, je crois que Kiev a encore entendu 4 ou 5 ans pour savoir qui allait gagner. Bon, en gros, ce sera comme à la Libération. 3 mois avant, on applaudit le maréchal Pétain. 3 mois après, on défile avec le général de Gaulle sur les Champs-Élysées. Donc voilà, ils sont pas pires que nous, mais ils sont pas mieux non plus. Donc je suis pas inquiet non plus, par Kiev. Et surtout, je pense que ce qui va s'effondrer aussi, et ça, c'est ce que c'est la classe dirigeante européenne, c'est qu'ils étaient vraiment persuadés que l'Union européenne était une superpuissance économique, une superpuissance militaire, que l'Occident était invincible. Et là, on s'aperçoit que face à la Russie, tout ça s'écroule. Là, la Commission européenne, juste en venant, je lisais ça tout à l'heure. Je crois que c'est la Commission, ou c'est... je ne sais plus la source, mais bon, d'après ce que j'ai lu, mais je pense que ça sera confirmé. Il manque 9 gigawatts à l'Ukraine pour passer l'hiver. Les Russes, en fait, les bombardements russes sur les infrastructures critiques ont provoqué une diminution de la production d'électricité. L'Union européenne va fournir la moitié, et pour le reste, elle ne sait pas quoi faire. Donc c'est quand même quelque chose, et on s'aperçoit que finalement la ressource industrielle n'est pas là, la dépendance énergétique de l'Europe en général vis-à-vis de la Russie est énorme, comme celle de l'Ukraine, donc ça apporte pas une plus-value. Donc c'est ça aussi, hein, encore une fois, ce que je dis, la défaite militaire peut souvent entraîner des bouleversements politiques. Et souvent, les peuples ne se rebellent pas contre l'injustice, mais contre la faiblesse. Le problème de Louis XVI, c'est qu'il était trop gentil. Nicolas II, c'est pareil, il est parti, il a démissionné. Bon, mais les bolcheviks sont quand même allés chercher pour faire un acte sacrificiel équivalent à celui de la Révolution française, si vous voulez. Et il n'y a pas eu de la Révolution colorée, elle a raté chez Loukachenko. Elle a raté chez Maduro. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ce ne sont pas des pouvoirs faibles. Et l'image qu'est en train de donner l'Occident et l'Europe aujourd'hui aux Ukrainiens, c'est qu'en fait, c'est une puissance faible. Ce dont on a le fameux livre de Sokolov, l'historien, il parlait de la Russie dans les années 90, la puissance faible, c'était le leitmotiv de l'IFRI, de Thomas Gomard, la Russie puissance faible, la Russie puissance faible. Aujourd'hui, non, c'est l'Europe la puissance faible. Ils sont tous unis contre la Russie, ils n'y arrivent pas, ni économiquement, ni militairement. Je vais juste reprendre ce que tu dis pour dire que c'est une phrase précisément de Solzhenitsyn qui dit « Ce qui fait les révolutions, ce ne sont pas les revendications fortes, ce sont les régimes faibles. » Donc si nous vivons sous un régime faible, ça peut donner un peu de courage aux résistants que nous sommes. Voilà, c'est un petit message d'espoir que je vais vous passer avant la prochaine question.
Je vais répéter la question. Oui, la question c'est jusqu'où est prêt à aller le complexe militaro-industriel américain qui a beaucoup à y gagner ou à y perdre. Alors il y a deux choses. Tout d'abord, c'est vrai, c'est une bonne chose pour le complexe militaro-industriel américain. D'ailleurs, ce qu'essaie de faire aujourd'hui Washington, c'est de faire en sorte que ce soit les Européens qui payent la note du matériel qui est envoyé. Et c'est le sens de vouloir gager de vouloir voler les dividendes des obligations européennes, puisque c'est essentiellement des obligations européennes que les Russes ont achetées, donc de les voler pour les donner en fait à ceux qui ont donné des armes à l'Ukraine pour les payer et pour les gager dessus. Et comme moi je pense que de toute manière tôt ou tard les Européens seront obligés de verser les dividendes, notamment quand la guerre sera finie, et de rendre les actifs qui ont été achetés. Sinon, c'est le risque que plus personne n'achète des obligations européennes, enfin de pays européens pour être exactement, parce que l'Union européenne ne détient pas d'obligations. Le but c'est ça, c'est qu'en fait c'est que ce soit les Européens qui payent le matériel qui est livré à l'Ukraine, de la même manière que les Polonais espèrent que leurs commandes monstrueuses à la Corée du Sud soient payées par l'Union européenne, par vos impôts. Hein. C'est parce qu'en gros c'est ça l'Union européenne, c'est la France, l'Allemagne et l'Italie. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc évidemment pour eux ça fait leur affaire. Le problème aussi c'est qu'ils sont pas adaptés à une guerre de haute intensité. Ils produisent du matériel à très haute valeur ajoutée, très haute technologie, et qui en fait, ils n'ont pas une capacité de production de masse et peuvent se faire détruire par des systèmes qui coûtent très peu cher. Là, hier, les Houthis, encore eux, ont détruit un MQ Reaper à 130 millions de dollars. C'est un avion espion, un drone espion. 130 millions de dollars qui ont été détruits par un missile iranien qui doivent produire en série. Donc il y a ce problème-là. Moi, je me souviens quand j'ai quitté l'armée, je travaillais déjà, directement dans le domaine militaro-industriel, et il y avait un salon de l'armement à Eurosatory. Et donc on était en 2000, et on s'occupait du stand de Raytheon, qui avait fabriqué les Tomahawk, qui avait fabriqué différents. C'est Tomahawk. Peu importe. Enfin, qui avait fabriqué différents missiles qui avaient été tirés sur la Serbie. Et vous savez que quand le bilan a été fait, en gros, les Serbes ont perdu 5 chars. Donc le bilan, après 78 jours de bombardement, à part des cibles civiles et des infrastructures civiles, ils n'avaient rien touché. Et l'armée serbe était en parfait état. Elle a quitté le Kosovo en parfait état. Et le résultat, donc ça les a tombé, l'action de Raytheon a été diminuée par 2. Donc ça, si vous voulez, ça aussi c'est quelque chose qui fait très peur au complexe militaro-industriel, c'est d'être surexposé. Je pense pas que c'est Lockheed qui fabrique les F-16 soit super content de voir des F-16, même si c'est l'ancienne génération, être détruits dans le ciel ukrainien, parce qu'eux viennent de sortir le dernier bloc, qui est ultra moderne, qui est beaucoup évolué par rapport à ce qui est livré aux Ukrainiens, mais globalement, des F-16 en flammes, ça fait mauvais effet. Donc voilà, et pour l'instant, ce qu'ont prouvé les complexes militaro-industriels occidentaux, c'est qu'ils n'étaient pas adaptés à la guerre de haute intensité. Voilà. Mais après, effectivement, le budget américain est supérieur à la somme de tous les autres budgets dans le monde. Bien se rendre compte. Donc c'est un levier extrêmement important dans la politique américaine. C'est pour ça que Donald Trump finalement a voté l'aide de 60 milliards il y a quelques mois à l'Ukraine, je crois que c'est en avril. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous regardez la répartition de cette aide, c'est pour refaire les stocks. C'est-à-dire que les démocrates, Joe Biden, encore aujourd'hui, il utilise les stocks de l'armée américaine parce qu'il n'a pas l'aval et que relancer la production militaro-industrielle aux États-Unis est compliqué. On s'est aperçu que les États-Unis, comme la France, n'avaient pas de poudre à canon. On importait, on ne fabrique pas de poudre à canon, tout est importé. Donc là, triomphalement, le ministre Lecornu, par exemple, a annoncé, il y a quelques mois, nous allons passer de 2000 obus par mois à 3000 obus par mois livrés à l'Ukraine. 3000 obus, c'est ce que les Russes tirent au petit déjeuner. Oui. Donc, non mais il faut mettre les choses en proportion. Mais cela dit, il y a eu, encore une fois, c'est très intéressant, cette comité de défense du Sénat américain. Ils sont pas aveugles, hein, et ils ont dit, il faut corriger ça, faut corriger ça, faut corriger ça. Mais vous relancez pas comme ça, du jour au lendemain, une production de masse
pour une guerre de haute intensité, c'est très compliqué. Mais bon, vous connaissez, j'imagine, si vous parlez du complexe militaire industriel, vous connaissez la mise en garde du président Eisenhower, juste avant de partir, en disant que ils représentaient un lobby d'une puissance inquiétante. Et puis, vous avez tous les sénateurs, les députés qui sont les représentants de la Chambre des représentants qui vont voir voir Lockheed Martin, dites donc vous n'allez pas déménager votre usine, hein, vous vous rappelez, donc Lockheed Martin donne de l'argent aux sénateurs. Enfin, vous savez comment ça fonctionne aux États-Unis, la corruption elle est institutionnelle en fait. Et tout le monde se tient. Et évidemment que ça a de l'influence et ça va influer. Mais après, à un moment, c'est pas le tout de vouloir. Il y avait un article très intéressant, c'était dans le New York Times, je crois, c'était une opinion d'un Américain qui disait, en fait, comme on s'en est sorti en 2008 en faisant du quantitative easing, c'est-à-dire en gros en imprimant de la monnaie, hein, en injectant des sommes folles dans le système, la mentalité est venue qu'en fait, il suffit de faire la même chose pour gagner une guerre. Mais vous pouvez injecter toute la monnaie que vous voulez, s'il n'y a pas l'outil industriel au bout pour sortir le canon, vous pouvez imprimer des tas de choses, mais pas des soldats et pas des munitions. Il faut les fabriquer. Et donc, c'est les limites. Hein. Encore une fois, je pense que ce conflit aura été une révélation pour des tas de choses, des tas de choses, y compris pour nous, Français, notre complexe militaire industriel. C'est le mur du réel, comme disait Lénine, encore une fois. Alors, la question, c'est comment est-ce que les Russes ont pu laisser passer l'adhésion des pays baltes à l'OTAN. Les Russes peuvent être de grands naïfs. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de promesse écrite de ne pas faire rentrer les anciens pays soit les anciennes républiques d'Union soviétique, puisque c'est ça qu'on parle, soit les anciens pays du pacte de Varsovie dans l'OTAN. Il y a eu un engagement, ça c'est plus ou moins reconnu historiquement. Je crois que d'ailleurs il y a le ministère des Affaires étrangères, le département d'État américain a publié les archives et des discussions entre George Bush senior, etc., qu'il n'y aurait pas a priori d'expansion de l'OTAN. Le problème, c'est qu'effectivement, les Américains avaient le choix dans les années 90, soit de mettre en place une Pax Americana, c'est-à-dire de ne pas abuser de leur position de force, et de réorganiser le monde autour, évidemment, d'une puissance dominante qui aurait été les États-Unis, mais qui n'en aurait pas abusé. Ils ne l'ont pas fait, je pense parce que c'est une nation jeune, adolescente, et donc ça a été immédiatement un objectif qui a été révélé par donc c'était l'objectif, comment est-ce qu'il s'appelait ? J'en perds un peu, mais un des conseillers du département, c'est la doctrine Wolfowitz. Wolfowitz. En fait, lui, il a produit une note dans laquelle il a dit, quoi qu'il arrive, la Russie sera toujours notre ennemi. Et donc, il faut faire en sorte que de continuer à maintenir une politique agressive vis-à-vis d'elle. Et cette politique s'est d'abord incarnée dans un programme qui s'appelait le Partenariat pour la paix, ça mange pas de pain, mais qui en fait était l'antichambre de l'adhésion à l'OTAN. Il faut dire la vérité, après la période communiste, un pays comme la Pologne, étant donné les antécédents historiques, qui estimaient avoir été abandonné, ce qui est faux d'ailleurs, hein, par les Français et par les Anglais, eux finalement, pour eux, l'OTAN c'était la protection américaine quoi qu'il arrive. Donc ils se sont tournés et se sont devenus vraiment les parfaits petits soldats vis-à-vis de Washington. Pour les pays baltes, c'est aussi une manière d'exister politiquement, surtout pour ces élites qui sont à la tête de pays insignifiants. Hein, l'Estonie, 1 300 000 habitants, 2 millions en Lettonie, 2 500 000 en Lettonie, population vieillissante, qui ne représente absolument pas une menace pour la Russie. De toute manière, la Russie a construit des ports pour ne plus passer par les ports, par Klaipėda, par tous les ports baltes. C'est d'ailleurs un gros problème économique. Hein. L'Union européenne a fait fermer la centrale nucléaire que les soviétiques avaient construite, centrale nucléaire qui approvisionnait la Lituanie et qui lui permettait de gagner de l'argent en exportant l'électricité, notamment en Biélorussie. L'Union européenne lui a fait fermer, n'en a pas construit une autre. Les Russes ont construit une centrale nucléaire en Biélorussie, donc désormais les Lituaniens achètent de l'électricité produite par une centrale nucléaire russe à la Biélorussie. Ça, c'est le génie de Bruxelles. Et je pense aussi pour les élites, toutes ces élites qui ont été formées aux États-Unis, etc., pour eux, c'est un moyen d'exister aussi. Par exemple, si jamais l'Union européenne disparaît, que vont devenir Madame Kallas, là, qui va diriger la diplomatie européenne, qu'est-ce qu'elle va devenir ?
elle va rentrer dans son dans son nano-État, et voilà, avoir des débats politiques passionnants pour savoir quel est l'avenir de son pays. Donc il faut voir aussi ça, c'est très facile pour eux d'utiliser, parce que encore une fois, nous on envoie les tocards, eux ils envoient les plus motivés, ceux qui adhèrent vraiment à l'idéologie. Et donc et il faut voir aussi une chose, c'est que la Russie, même quand Poutine arrive, elle ne peut rien faire. Poutine arrive, la Russie est endettée au Club de Paris, de plusieurs dizaines de milliards de dollars, je crois. La première chose que fait Poutine, c'est qu'il rembourse toutes les dettes, même les emprunts russes. Alors pas tout le monde, malheureusement pour certains petits porteurs, mais les gros porteurs étatiques, etc., tout est remboursé. Poutine paye les dettes, il commence à reconstruire l'armée, ça commence en 2004. Et vous voyez d'ailleurs, Vladimir Poutine est très discret sur la scène internationale jusqu'en 2007. 11 septembre, il est le premier à appeler George Bush en disant vous soutient, etc., etc. Donc il est très modeste parce qu'il connaît les moyens limités. Voilà. À partir de 2004, il y a un programme de modernisation, mais donc empêcher l'adhésion de tel ou tel pays balte. Lorsque George Bush Junior sort de l'accord antimissile qui a été signé en 1962, qui était une excellente chose, qu'est-ce que peut faire la Russie? Ils disent de toute manière, nous, on ne va pas fabriquer de boucliers antimissiles, ça n'a pas marché à l'époque de Reagan, ça ne marchera pas là, donc on va améliorer nos vecteurs. Mais donc c'est toujours des solutions en fonction des moyens de l'économie russe qui petit à petit sont reconstitués par Vladimir Poutine. Et la première fois qu'il prend la parole, où là il commence vraiment publiquement à remettre la Russie au centre du jeu international, et où il explique qu'il faut arrêter les petites manigances parce qu'il y a eu la révolution colorée en Géorgie, la première révolution colorée en Ukraine, en 2003-2004. Donc c'est en 2007 à la conférence de Munich. Et ça, c'est un moment tournant, mais parce que, de nouveau, la Russie a atteint un petit peu une certaine masse critique, qui sera vérifiée un an après, lors de la guerre en Géorgie, au moment de la guerre des 5 jours. Mais là encore, l'armée russe n'est que l'ombre d'elle-même. Et petit à petit, en fait, la Russie va pouvoir, parce qu'elle retrouve une taille critique économique, une industrie, une armée, un redressement démographique. De 2013 à 2016, la Russie a une croissance naturelle, sans l'immigration. Après, il y a le fossé des femmes qui ne sont pas nées dans les années 90, mais globalement, les mesures qui sont prises démographiques vont fonctionner. Elles l'ont montré, elles fonctionneront, je le vois autour de moi. Mais tout ça, donc, en fait, Poutine adapte son discours à la capacité de la Russie. Il n'est absolument pas en état de s'opposer à l'entrée de ces pays dans l'OTAN. Mais il y avait une seule condition, il y avait la seule ligne rouge que Poutine avait mise, c'était l'Ukraine. Et la conférence de Munich, juste avant l'opération militaire spéciale, Zelensky demande l'arme nucléaire et il est clairement question de rentrer dans l'OTAN. Donc voilà, ça a donné... Qu'est-ce qui se passe quand on franchit la ligne rouge? C'est ce qu'on avait dit, ça donne l'opération militaire spéciale. Je rajouter une petite chose toute petite, c'est qu'il y a un point également qui a renforcé énormément la confiance des Russes, je pense, ce sont les missiles hypersoniques. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils se sont rendus compte, et tout le monde a compris, que sur le plan nucléaire, ils étaient les meilleurs du monde. Donc je pense que ça aussi, ça les a mis à un niveau où ils étaient respectables et respectés forcément. Tout à fait. Là, les vecteurs hypersoniques, en fait, c'est une réponse à la sortie par les États-Unis, la sortie de l'accord sur des missiles antimissiles. Ça, il faut faire un petit peu d'histoire. En fait, la première, donc en 1972, la crise de Cuba a eu du bon, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on risquait à la fin une guerre nucléaire. Donc la crise de Cuba a eu du bon. Et il y a toute une série d'accords qui vont être signés pour limiter le plus possible l'escalade, la course aux armements nucléaires, etc. Le premier, c'est l'interdiction des systèmes missiles antimissiles. C'est-à-dire que on veut conserver l'équilibre de la terreur. On a chacun, par exemple, 2000 ogives aux États-Unis, 2000 côté russe, et on s'engage à ne pas construire de système qui pourrait arrêter ces ogives. Parce que sinon, c'est une nouvelle course aux armements, et ça nuit à l'équilibre de la terreur. Et donc ce système a fonctionné. Et en début des années 80,
en mars 1983, Ronald Reagan lance l'initiative de défense stratégique, ce qu'on appelait la guerre des étoiles à l'époque, puisque c'est sorti quasiment en même temps que le film La guerre des étoiles. Et donc il était question de mettre dans... Alors, c'était un truc totalement théorique qui n'est jamais sorti des cartons, mais il était question de mettre dans l'espace des satellites avec des lasers, des missiles qui allaient arrêter les missiles soviétiques si jamais ils devaient s'abattre sur le monde occidental. Ça a fait très peur aux soviétiques et ils se sont lancés dans des études. Ils ont compris à ce moment-là aussi qu'ils avaient des retards extrêmement importants dans certaines technologies. Donc ça a aussi précipité la perestroïka, je pense, notamment dans le domaine des semi-conducteurs, de l'informatique, etc., etc. Donc c'est la première... Et donc ça a marché. On estime que la Russie a dépensé l'URSS a dépensé ses maigres ressources, en plus de Tchernobyl, de l'Afghanistan, pour cette guerre des étoiles, qui était un bluff, en fait, finalement. L'histoire a montré que c'était un bluff. Et en fait, George Bush Jr., c'est comme Hollywood, c'est pas très original. Il prend le même film et il le fait avec de nouveaux acteurs. Et en 2002, il sort donc de cet accord officiellement de l'accord des missiles antimissiles. Et à ce moment-là, Vladimir Poutine dit, écoutez, nous, on a essayé de faire un système antimissile global, ça fonctionne pas. Alors la ville de Moscou est très bien protégée, mais donc nous, ce qu'on va faire, c'est améliorer nos vecteurs. Et donc ils mettent toutes leurs ressources sur le développement de ces fameux vecteurs hypersoniques qui sont les seuls réellement à maîtriser, notamment les missiles de croisière. À ce niveau, et surtout les produire en série. Personne ne peut faire ça. Ils ont en gros, on estime, 10 ans d'avance. Et c'est devenu une telle percée que ça a été érigé par les Russes en arme de pré-dissuasion. C'est-à-dire que normalement, vous avez le conventionnel, et puis après vous avez la dissuasion nucléaire. Et donc la Russie estime que l'utilisation d'une arme hypersonique est aussi un moyen, puisque c'est l'incertitude qui est dissuasive, n'est-ce pas, comme disait Lucien Poirier, le général, c'est un moyen de faire pression sur un adversaire potentiel en lui disant « nous maîtrisons une technologie que vous ne maîtrisez pas et qui nous permettra, quoi qu'il arrive, de vous toucher, de vous faire du mal ». Et donc il y avait ça, il y a le missile à propulsion nucléaire, il y a le drone Poséidon sous-marin, il y avait toute une gamme en fait, et ça c'est quelque chose qui s'est développé à partir de 2002 parce que, on a vu que tout d'un coup, les États-Unis développaient leur bouclier antimissile, qui mettaient des systèmes Aegis, des radars, des systèmes anti-aériens en Pologne, tout autour de la Russie. Alors à l'époque, ils n'étaient pas en guerre officiellement contre la Russie, donc le prétexte, c'était pour arrêter les missiles iraniens qui, pour toucher les États-Unis, auraient bien sûr survolé la Pologne. C'est tout à fait logique, évidemment, que les Russes n'y ont pas cru. Donc voilà, effectivement, les systèmes hypersoniques sont considérés en Russie comme une prédissuasion nucléaire, en fait, dans la doctrine. Et en même temps qu'ils se construisent militairement, comme tu l'expliques très progressivement, en même temps, ils préparent tout le système de dédollarisation des BRICS depuis 20 ans. C'est ce qu'explique Dominique Delaward, que, en fait, Sergueï Glaziev, qui est le théoricien ce qu'on appelle les 5 R, des 5 membres des BRICS, théorise ça au sommet d'Astana il y a 20 ans. Donc, depuis 20 ans, ils pensent à se sortir du piège américain. Donc, ça indique en même temps la prudence et en même temps la vision stratégique et exceptionnelle de ce pays, quoi. C'est ça. Oui, d'ailleurs, pour notre malheur, un des systèmes qui était envisagé pour se sortir de la dépendance du dollar, c'était l'euro. Lorsque l'opération militaire spéciale commence, 40% des réserves de change russes sont en euros. Le commerce russe se fait de plus en plus en euros. Et c'est aussi un des buts de guerre de Washington. Encore une fois, Washington a échoué dans sa guerre contre la Russie. Ça va se terminer dans une débâcle monumentale. En revanche, la guerre de Washington contre l'Europe est un succès complet. Destruction de l'économie européenne, destruction de l'économie allemande, migration des entreprises allemandes pour aller vers une énergie moins chère aux États-Unis. BASF a quitté l'Allemagne, Volkswagen est en train de fermer ses usines. Donc en fait, la victoire, quoi qu'il arrive, même si, et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement, Washington va perdre contre la Russie, la victoire de Washington contre l'Europe
et sa réindustrialisation par la désindustrialisation européenne, la soumission complète des élites européennes à Washington, c'est un fait avéré aujourd'hui. Il faut se souvenir de ce pauvre Bruno Le Maire qui tout d'un coup découvre on doit être à la fin de l'été 2022, qui s'aperçoit que le gaz qu'il achète liquéfié aux Américains est 4 fois plus cher que le gaz russe. Et qui dit ah oui quand même je vais aller parler aux partenaires américains comme si le prix du gaz est décidé par Joe Biden. Il y a quelque chose qui s'appelle le marché. Alors je sais qu'en Paris socialiste, mais il y a quelque chose qui s'appelle le marché. Il y a l'offre, la demande. Et globalement, quand il y a une grosse demande, parce que vous vous privez d'un apport gazier pas cher, forcément vous allez augmenter les prix. Et il y avait des moments de naïveté, de méconnaissance en fait de l'ami américain, comme dirait Banca, et qui sont assez incroyables. Non, encore une fois, c'est pour ça aussi que Washington pourra un jour se retirer de cette conflit, c'est qu'ils ont quand même beaucoup gagné, hein, c'est incontestablement. Nous, on aura tout perdu, mais eux, ils en auront bien profité. Merci. Alors, la question, c'est l'action de Johnson, donc, qui a été révélée par le Premier ministre israélien de l'époque, Naftali Bennett, par le chef du groupe parlementaire de Zelensky à Arakamia. En fait, c'est que je pense que Londres et Washington ont sous-estimé la détermination russe. Et qu'ils se sont trouvés à un moment où en fait, il aurait été raisonnable qu'il laisse tomber, en fait. Voilà. Mais à ce moment-là, encore une fois, ils sont partis sur le principe que l'économie russe allait s'effondrer. Ils l'ont vraiment cru. Et donc en fait, il ne s'agissait pas pour l'Ukraine de vaincre militairement la Russie. Ça, je pense qu'encore une fois, il n'y a pas un seul militaire qui a pu y croire dans les grandes armées de l'OTAN, si vous voulez, c'est pas possible. Mais l'idée, c'était qu'il suffisait que l'Ukraine tienne en gros entre 3 et 6 mois. 3 et 6 mois, le rouble s'effondre, plus rien ne fonctionne, les iPhones n'arrivent plus, donc la jeunesse pète un plomb et va manifester devant Vladimir Poutine. Je caricature, mais c'était quelque chose comme ça. Et en fait, le malheur, c'est qu'au bout de 6 mois, ils se sont aperçus que non seulement l'économie russe n'avait pas vacillé, mais qu'elle était en train de se transformer et d'utiliser, comme elle l'avait fait en 2014, les sanctions pour faire un saut qualitatif. Les sanctions de 2014 auraient dû servir de leçon. En 2014, il y a des sanctions contre la Russie, après la destruction du MH17, et la Russie prend des contre-sanctions. Déjà, ces sanctions, c'était quoi? C'était la fermeture de l'utilisation des visas Mastercard et du SWIFT, donc transfert interbancaire, en Crimée. Les Russes créent leur propre système. J'en ai carte Mir, voilà, qui fonctionne très bien, et ça coûte moins cher que visa Mastercard. Et ensuite, ils mettent en place leur système interbancaire qui s'appelle le SPFS. Ce qui fait que quand toutes les sanctions ont été prises, donc 8 ans après, au début de l'opération militaire spéciale, si vous vivez en Russie et que vous n'avez pas, contrairement, c'était pas mon cas moi, mais d'affaires à l'étranger, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous ne vous en rendez même pas compte. Donc ça, ce saut qualitatif a été permis grâce aux sanctions. Les contre-sanctions qui ont été mises en place par la Russie ont permis un développement colossal du domaine agricole, comme on le voit aujourd'hui. Les Russes sont les premiers exportateurs de blé. La Russie, en 2014, elle était le principal importeur de cochons dans le monde. Aujourd'hui, elle en exporte, notamment en Chine. À côté de ce secteur agricole qui s'est développé tout le domaine industriel des machines-outils. La Russie est maintenant des plus gros producteurs de tracteurs, de moissonneuses-batteuses, etc., etc. Donc elle a développé tout un pan de son économie grâce aux sanctions. Et ça avait choqué au début de l'opération militaire spéciale. J'ai dit, une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine a fait cette opération militaire spéciale, c'est les sanctions. Parce que quand vous vivez dans le pays le plus riche du monde, avec des ressources, plus savoir qu'en faire, si jamais on ne vous titille pas, pourquoi produire ce que je peux acheter et importer tranquillement, voilà. Sauf que quand on ne veut plus vous en vendre, et bien là, vous n'avez pas le choix. Et là, les Russes deviennent très bons. Les Russes ont tout un projet d'aéronautique civile, qui au début a démarré en coopération, notamment avec le français SNECMA, avec des Pratt & Whitney. La russification complète des futurs avions de ligne russes, donc le MS-21, donc qui doit être mis en service l'année prochaine. La certification doit avoir lieu
à la fin de l'année, mais il y en a déjà 10 qui ont été construits. Ça aurait dû prendre encore 5 ans, 10 ans, parce qu'on n'était pas pressé. Là, il n'y a pas le choix. Il n'y a plus d'avions. Enfin, il y a encore, ils s'en sortent toujours. Ils arrivent à contourner pour importer les pièces détachées, mais globalement, ils n'ont pas le choix. Et donc, en fait, les sanctions, ce sont la meilleure chose qui ait pu arriver à la Russie. Et je pense d'ailleurs que même si demain on arrivait à un accord, etc., la Russie, comme elle a fait avec la Turquie, quand les sanctions étaient levées, ils ont mis 2 ans pour permettre aux agriculteurs qui avaient bénéficié des sanctions contre les produits turcs de pouvoir s'adapter à la concurrence turque qui allait revenir. Donc tout ça est quand même très très bien organisé et planifié. Hein. C'est vraiment, il y a une espèce ce que j'ai découvert, c'est un espèce d'ordre russe. Qui est une espèce de rouleau compresseur, alors pas très fin, mais en fait ça marche. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, je sors un peu du sujet, mais la dernière fois que je suis allé dans le Donbass, donc c'était en mai dernier, on était à Enakievo, à 10 km du front. On entend que ça cartonne encore. Et ben, les Russes sont à peine arrivés, donc Enakievo, ça a été pris en 2022, c'est comme ça qu'ils ont pu fermer et prendre Mariupol après. Il y a ce qu'on appelle MFC, Mnogofunktionalny Centre, c'est-à-dire que toutes les démarches administratives sont numérisées, etc., comme à Moscou. C'est-à-dire qu'on peut envoyer Hidalgo en formation à Enakievo dans le Donbass libéré. Vous avez la polyclinique, pareil, le modèle moscovite, hein, c'est-à-dire au nickel, et Roddom, maternité. Maternité, à Enakievo. La ville qui était complètement rasée il y a 2 ans et demi. Il faut voir Mariupol, la reconstruction de Mariupol, mais c'est incroyable, incroyable. Et ça, c'est ces Russes ont cette capacité de faire sortir une ville magnifique, portuaire. Quand vous parlez aux habitants de Mariupol, ils disent, mais nous, pendant 25 ans, on n'a pas su ce que c'était qu'une route normale, pendant toute l'époque de domination qui vienne. Là, les Russes sont arrivés. Alors ouais, bon, pendant 2 mois, ils ont tout rasé, parce que c'était la stratégie, encore une fois, de Brzezinski, hein, c'est-à-dire on se met dans les villes. À Mariupol, ils me racontaient, les habitants, en fait, ils mettaient les habitants dans les sous-sols, et eux, ils attendaient les Russes dans les étages. Donc c'était vraiment c'était la prise d'otages de masse. Et donc les Russes ont avancé en détruisant petit à petit, etc. Mais la reconstruction, c'est incroyable. Moi, j'y étais en décembre 2022. Franchement, j'avais eu un coup au moral. J'étais allé interviewer Denis Pouchkine, le gouverneur de la République populaire de Donetsk. Et je me suis dit, quand même... et là, en mai, mais c'est incroyable. Le front de mer, ils ont déjà construit une jetée, il y a déjà des petits restos sympas. Vous dites, la guerre est terminée. Franchement, Mariupol, il y a encore des quartiers ils ont construit des habitations. On a vu en peur si vous regardez un peu sur les... Mais et pareil, comme à Moscou, c'est-à-dire des places pour les enfants pour jouer, vraiment sympa, pour faire du sport. Enfin, tout est fait sur cette espèce maintenant de modèle avec lequel ils reconstruisent non seulement les parties de l'Ukraine qui sont reprises, mais la Russie qui, dans certaines régions, évidemment, on a encore besoin. Donc voilà, là, on sent que grâce à cette opération militaire spéciale, les Russes ont pris un élan et ils sont même en train de réformer leur société avec ça. C'est avec la célébration des héros qui vont devenir les nouveaux futurs fonctionnaires de l'État. Enfin, il y a quelque chose de fantastique qui se passe. On pourra encore en écrire là-dessus dans les années qui viennent. Dernière question. Combien de temps va mettre la France pour se réconcilier avec la Russie ? Reste programme. J'ai posé la question à Piotr Tolstoï, donc le vice-président de la Douma, en décembre dernier. Il m'a dit 10 ans. Cela dit, je pense que par exemple, il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite, parce que les Russes, ils sont très business, contrairement à ce que le côté communiste est quand même bien parti. Hein. Et notamment, Poutine a répété plusieurs fois en disant il y a un gazoduc qu'ils ont loupé. Encore une fois, il y a 2 Nord Stream. Chaque Nord Stream, c'est 2 gazoducs. Ils en ont loupé un. Le Nord Stream 2, technologie 100% russe, donc ils ne seront pas paralysés par les sous-ensembles canadiens qu'ils n'avaient pas au début du conflit. Et il suffit que Scholz certifie le gazoduc. C'est 28 milliards de mètres cubes par an. C'est plus que le Turkish Stream. C'est plus que le Force de Sibérie numéro 1. Donc en fait, ça peut tout d'un coup redonner le sourire par du gaz pas cher sur des contrats à long terme à l'industrie allemande et à nous, on en a profité. Rappelez-vous que les gazoducs aujourd'hui qui fonctionnent encore d'ailleurs, qui paradoxalement par l'Ukraine, ils ont été construits dans les années 80
et que la France et l'Allemagne, je crois, ont dû réquisitionner les entreprises américaines parce que Reagan leur avait interdit de construire ces gazoducs. Pour vous dire à quel point c'est stratégique que depuis le début, Washington sait que ce cordon ombilical énergétique bon marché est quelque chose qu'il faut détruire pour dominer industriellement la vieille Europe. Ça, c'est incontestable. Merci Xavier. On va s'arrêter là. Si certains ont des questions qui leur brûlent les lèvres, ils pourront lui poser en particulier. On va donc s'arrêter. Je crois qu'on peut le remercier pour cette conférence assez fantastique.